Elle pensait que l'abri sous roche sauverait ses enfants de la mort par le froid cette nuit-là. Et ce fut le cas. Mais ce qu'elle découvrit, caché dans les murs, ne se contenta pas de leur sauver la vie. Cela réécrivit entièrement leur avenir. Et personne, pas même les autorités, n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. La neige tombait comme si Dieu lui-même avait ouvert tous les congélateurs du ciel et les avait vidés d'un seul coup. Manon Dubois ne pouvait pas voir à plus de 3 mètres à travers le pare-brise, même avec les essuie-glaces à pleine vitesse, qui grattaient frénétiquement une glace se formant plus vite qu'il ne pouvait l'enlever. La vieille Renault 4 gémit, frissonna, puis le moteur toussa une dernière fois avant de s'éteindre complètement. Non, non, non. Murmura Manon, son souffle se transformant en un nuage blanc dans l'air glacial. Le chauffage avait lâché 20 minutes plus tôt. Maintenant, le moteur était mort aussi. Depuis la banquette arrière, enveloppée dans toutes les couvertures qu'il possédait, la petite voix de Chloé transperça le hurlement du vent au dehors. « Maman, pourquoi on s'arrête ?» Manon agrippa le volant, ses jointures blanchissant sous la pression, essayant de calmer le tremblement de ses mains. Ce n'était pas seulement le froid. C'était la terreur qui lui griffait la gorge, cette angoisse pure qui vous saisit lorsque vous avez 32 ans, 2 enfants, quelques euros en poche, et que vous êtes coincé sur une route de montagne en plein blizzard, sans nulle part où aller. « C'est bon, ma chérie, mentit-elle, sa voix se brisant à peine. La voiture a juste besoin d'un peu de repos. À côté de Chloé, emmitouflé dans un sac de couchage qui sentait l'auberge dont ils avaient été expulsés 3 jours auparavant, Léo, 4 ans, s'agita. Ses joues étaient rouges, son nez coulait. Il luttait contre un rhume depuis une semaine, et Manon avait étiré leur dernier flacon de sirop pour enfants aussi loin que possible. Maintenant, il était vide, comme tout le reste. Elle tourna à nouveau la clé. Clic, clic, clic. Rien. Le silence du moteur mort était plus assourdissant que le vacarme de la tempête. Le vent hurlait contre la carrosserie, la secouant légèrement, comme une bête sauvage essayant de trouver une faille. La neige s'accumulait contre les vitres, les scellant dans ce qui ressemblait de plus en plus à un tombeau de métal et de verre. Le téléphone de Manon reposait sur le siège passager, son écran affichant une barre de batterie et 0 barre de réseau. Elle avait tenté d'appeler à l'aide une heure plus tôt, lorsqu'ils avaient commencé à grimper dans les montagnes de l'Auvergne, mais le signal avait disparu quelque part près de la borne kilométrique 43. Il se dirigeait vers la maison de sa sœur, dans un village en Auvergne, un trajet de 7 heures qui aurait dû être simple. Mais le patron de Manon au bistrot avait réduit ses heures il y a 3 semaines, puis avait complètement supprimé son poste. Le loyer était dû. Le propriétaire n'était pas intéressé par les excuses ou les plans de paiement. Alors, elle avait entassé ce qu'il pouvait dans la Renault, dit aux enfants qu'ils partaient à l'aventure, et s'était éloignée de la seule maison que Chloé et Léo aient jamais connue. Le plan était d'atteindre la maison de sa sœur Sandrine avant la tombée de la nuit. Sandrine avait une chambre d'amis, un emploi stable et un grand cœur. Elle avait dit oui immédiatement lorsque Manon avait appelé, la voix brisée, admettant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais la tempête avait d'autres plans. Elle avait commencé par de légers flocons vers 15 heures, rien d'alarmant. À 17 heures, c'était un voile blanc opaque. À 18 heures, Manon ne pouvait plus distinguer où la route se terminait et où la montagne commençait. Elle suivait des feux arrière devant elle, restant proche, quand soudain ses lumières disparurent dans un virage. Lorsque Manon suivit, elle se retrouva seule sur une route qui semblait grimper directement dans les nuages. C'est alors que le moteur s'était arrêté. Maintenant, ils étaient assis dans l'obscurité grandissante, la température chutant, le vent hurlant comme une créature vivante et affamée à l'extérieur de la mince coque métallique de la voiture. « Maman, j'ai froid » gémit Léo. La plainte de son fils fut comme un poignard dans le cœur de Manon. Elle se hissa sur la banquette arrière et serra ses 2 enfants contre elle, les enveloppant de ses bras comme si sa propre chaleur pouvait défier les éléments. Leur corps semblait si petit, si fragile. Chloé pressa son visage contre la poitrine de Manon. Les dents de Léo claquaient. « Je sais, mon chéri. Tout va bien se passer. » Mais elle n'en savait rien. Absolument rien. Dehors, le monde s'effaçait. La neige recouvrait complètement le pare-brise maintenant, transformant l'intérieur de la voiture en un cocon de blancheur mortelle. L'esprit de Manon parcourait les options, toutes plus terribles les unes que les autres. Rester dans la voiture et espérer que quelqu'un les trouve avant qu'ils ne gèlent? Essayer de marcher et risquer de se perdre dans la tempête,
de succomber au froid en quelques minutes? Utiliser le reste de la batterie de son téléphone pour appeler le 17, le numéro d'urgence de la police, et prier pour que l'appel passe? Elle tendait la main vers son téléphone quand Chloé se redressa brusquement. « Maman, c'est quoi, ça? » « Quoi, ma puce ?» Chloé montra la vitre côté conducteur, où un petit espace dans la neige permettait une infime visibilité. La chose sombre, là-bas. Manon plissa les yeux à travers la fente. D'abord, elle ne vit rien d'autre que des tourbillons blancs. Puis le vent changea de direction et, pendant un bref instant, la neige s'éclaircit suffisamment pour révéler quelque chose à peut-être 50 mètres de la route. Une ouverture sombre dans le flanc de la montagne. Une grotte ou une sorte d'abri sous roche. Son cœur se mit à battre la chamade. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. N'importe quoi valait mieux que d'attendre ici de mourir de froid. « Restez ici, » dit Manon, enfilant déjà son manteau. « Je vais voir quelque chose. » « Non. » Chloé lui attrapa le bras, soudain terrifiée. « Ne nous laisse pas. » Manon prit le visage de sa fille en coupe, regardant dans ses grands yeux marrons si semblables aux siens. « Écoute-moi. Je vais juste regarder cette grotte là-bas. D'accord? Je vais voir si c'est sûr. Si on peut s'y réchauffer. Je reviens dans 5 minutes. Je te le promets. Et si tu ne reviens pas? La voix de Chloé se brisa sur le dernier mot. Je reviendrai toujours pour vous, dit Manon avec férocité. Toujours. Mais j'ai besoin que tu sois courageuse pour Léo. D'accord? Tu peux faire ça pour moi? Chloé hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Mais elle hocha la tête. Manon embrassa ses 2 enfants, les serra fort, puis poussa la portière de la voiture. Le vent la frappa comme un poing, lui coupant le souffle. La neige lui piquait le visage, aussi vive que des aiguilles. Elle pouvait à peine voir à 1 mètre devant elle. Le froid traversa sa veste, son jean, jusqu'à ses os en quelques secondes. Elle avait laissé ses gants sur la banquette arrière et ses mains étaient déjà en train de s'engourdir. Elle trébucha vers l'endroit où elle avait vu l'ouverture sombre. Chaque pas était une bataille contre le vent, la neige et sa propre terreur grandissante. Et si elle ne retrouvait pas le chemin de la voiture? Et si elle tombait? Et si elle entraînait ses enfants vers quelque chose de pire? Mais elle continuait d'avancer, car rester immobile signifiait mourir. Et Manon Dubois n'avait pas survécu à 3 ans de maternité célibataire, 2 emplois, et un ex-mari irresponsable qui avait disparu le jour de la naissance de Léo, juste pour mourir de froid sur une montagne avec ses bébés sur la banquette arrière. L'obscurité devant elle se solidifia en une forme. C'était un abri creusé naturellement dans la paroi rocheuse. L'ouverture mesurait peut-être 2 mètres de haut sur 3 de large, protégée par un surplomb qui empêchait la majeure partie de la neige d'entrer. Elle entra et le vent diminua immédiatement. Manon sortit son téléphone, utilisant sa lumière mourante comme une lampe de poche. L'abri s'enfonçait d'environ 5 mètres. Les murs étaient de pierre brute, le sol étonnamment plat. Pas d'animaux en vue. Aucun signe récent de vie. Au fond, le plafond s'inclinait, créant une alcôve naturelle. Il ne faisait pas chaud, mais c'était sec. Et en ce moment, sec signifiait tout. Elle retourna précipitamment à la voiture, luttant contre le vent à chaque pas. Lorsqu'elle ouvrit la portière arrière, Chloé se jeta dans ses bras, sanglotant de soulagement. « C'est bon, la calma Manon. J'ai trouvé un endroit. Nous allons être en sécurité. » Elle prit Léo en premier, l'enveloppant dans le sac de couchage, puis aida Chloé à sortir. La marche jusqu'à l'abri sembla durer une éternité. Les enfants trébuchaient dans la neige jusqu'aux genoux, le vent hurlant autour d'eux. Manon portait Léo, tenait la main de Chloé et priait à chaque pas. Quand ils finirent par tomber dans l'abri, à l'abri du vent, le silence fut comme une bénédiction. Manon posa Léo doucement, puis sortit encore 3 fois pour récupérer ce qu'elle pouvait de la voiture, les autres couvertures, leur sac à dos avec des vêtements de rechange, un sac de barres de céréales et de briques de jus, les bougies de secours qu'elle avait achetées dans un magasin discount il y a 2 ans et jamais utilisées, et la petite lanterne de camping que son père lui avait donnée avant de mourir. Au moment où elle eut tout à l'intérieur, ses mains étaient si froides qu'elle pouvait à peine les sentir. Son jean était trempé, gelé, rigide en dessous des genoux. Mais ils étaient ensemble. Ils étaient à l'abri du vent.
Elle alluma une des bougies, sa petite flamme projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. La lumière donnait à l'abri l'apparence moins d'une grotte que d'une pièce, ancienne et patiente. « On fait du camping ?» demanda Léo, sa voix petite et pleine d'espoir. Manon sourit malgré son épuisement. « Oui, mon grand. On fait du camping. » Elle étendit les couvertures, créant un nid dans l'alcôve du fond où les murs bloqueraient le vent. Elle enveloppa les enfants ensemble, puis se glissa à côté d'eux, tirant les couvertures restantes sur eux trois. Chloé se pressa contre son flanc. « J'ai encore froid, maman. »« Je sais, ma puce, mais on va se réchauffer. » La chaleur corporelle, tu te souviens? Comme quand on faisait des cabanes avec les oreillers dans l'appartement. « L'appartement me manque, » murmura Chloé. La gorge de Manon se serra. « À moi aussi, ma chérie. »« À moi aussi. » Dehors, la tempête faisait rage. À l'intérieur de l'abri, Manon tenait ses enfants serrés et essayait de ne pas penser à demain. À comment il retournerait à la voiture, à si la voiture redémarrait un jour, aux quelques euros dans sa poche et au téléphone qui allait bientôt s'éteindre. Et au fait que même s'il survivait à la nuit, elle n'avait aucune idée de comment il survivrait à la semaine suivante. Léo s'endormit le premier, sa respiration se régularisant, son petit corps se détendant enfin. Chloé lutta plus longtemps, mais finalement ses yeux se fermèrent, sa prise sur la manche de Manon se desserrant. Manon resta éveillée, écoutant le vent, regardant la bougie vaciller, sentant les murs de pierre autour d'eux. Cet abri était probablement là depuis des milliers d'années, bravant d'innombrables tempêtes. Peut-être les abriterait-il pour une de plus. Elle a dû s'assoupir, car lorsqu'elle a rouvert les yeux, la bougie s'était consumée et Léo toussait. Pas la petite toux qu'il avait avant. Une toux profonde et caverneuse qui secouait tout son corps. Manon se redressa, le cœur battant à tout rompre. Elle toucha son front. Brûlant. Trop brûlant. « Léo, mon chéri, tu m'entends ?» Il toussa de nouveau, un son humide et horrible, puis se mit à pleurer. « Maman, j'ai mal à la poitrine. » La panique l'inonda. Son rhume avait empiré. Bien sûr qu'il avait empiré. Il dormait dans une voiture, mangeait irrégulièrement, était stressé et effrayé, et maintenant il gelait dans une grotte. Elle était la pire mère du monde. « C'est bon, mon bébé. Tout va bien. » Elle le berça, essayant de calmer la quinte de tout. Chloé se réveilla, effrayée et confuse. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Léo ? » « Il est juste malade, ma chérie. Il a besoin de médicaments. » Mais il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait que des murs de pierre, une bougie mourante et la tempête hurlante au dehors. Manon tint Léo jusqu'à ce que la toux se calme, jusqu'à ce qu'il retombe dans un sommeil agité. Puis elle le déposa délicatement, le borda avec les couvertures, et se leva. Elle ne pouvait pas rester assise là. Elle devait faire quelque chose, n'importe quoi. Elle prit la lanterne de camping, l'alluma. La lumière l'aidait était crue après la douce lueur de la bougie, mais elle montrait l'abri en détail. Les murs n'étaient pas seulement de la pierre brute. Ils portaient des marques, des rayures et des rainures délibérées, pas une érosion aléatoire. Quelqu'un avait travaillé cette pierre. Manon s'approcha, passant sa main le long du mur. Les rainures formaient des motifs, presque comme des lettres, mais pas tout à fait. Et les murs eux-mêmes semblaient étranges, trop lisses par endroits, trop anguleux. Elle fit le tour du périmètre de l'abri, étudiant les murs. Au fond, là où le plafond s'inclinait pour créer l'alcôve où dormaient ses enfants, quelque chose attira son attention. Une jointure. Une ligne parfaitement droite courant verticalement à travers la roche, sur environ 1,50 m de haut. Son cœur se mit à battre plus fort, pour une raison différente maintenant. Elle pressa sa main contre le mur de chaque côté de la jointure. À gauche, la pierre semblait naturelle, rugueuse, froide. À droite, elle semblait différente, plus lisse, plus uniforme. Elle frappa doucement du côté gauche. Un bruit sourd et plein. Puis du côté droit. Un son creux. Ce cauchemar glacial était sur le point de se transformer en la plus extraordinaire des découvertes, révélant des secrets scellés depuis des décennies, et prouvant que parfois les moments les plus sombres de nos vies ne sont que des portes vers quelque chose que nous n'aurions jamais pu imaginer. Manon recula, fixant le mur. Son esprit s'emballa. Ce n'était pas seulement un abri naturel.
Quelqu'un avait construit quelque chose ici, caché quelque chose. La jointure était trop parfaite pour être naturelle. Et ce son creux. Elle regarda ses enfants endormis. La respiration de Léo était rauque. Le visage de Chloé était paisible dans son sommeil. Ils avaient besoin qu'elle soit intelligente maintenant, pas curieuse. Ils avaient besoin qu'elle les garde au chaud et en sécurité jusqu'à ce que la tempête passe et que l'aide arrive. Mais si l'aide n'arrivait pas? Si la tempête durait des jours? Si la fièvre de Léo empirait? Elle se retourna vers le mur, passant ses doigts le long de la jointure, cherchant une sorte de mécanisme d'ouverture. Rien d'évident. Elle appuya sur différentes sections, écoutant des clics ou des déplacements. Toujours rien. La lumière de la lanterne balaya le sol alors qu'elle bougeait, et quelque chose scintilla. Elle s'accroupit. Partiellement enfouie dans la terre et les petits cailloux accumulés au fil des années, peut-être des décennies, se trouvait un morceau de métal. Elle le déterra avec ses doigts gelés. C'était une clé. Vieille, en fer, lourde. Le genre de clé qui semble appartenir à un conte de fées, avec une tête ornée et une longue tige aux dents complexes. Les mains de Manon tremblaient alors qu'elle la tenait à la lumière. Pourquoi y aurait-il une clé enterrée dans le sol d'un abri sous roche au milieu de nulle part? Elle regarda à nouveau la jointure dans le mur, puis la clé. C'était fou. C'était impossible. Mais elle était déjà sans abri, fauchée, et cachée dans une grotte avec des enfants malades pendant un blizzard. La normalité avait quitté les lieux depuis longtemps. Elle se leva et examina la jointure plus attentivement, passant ses doigts sur toute sa longueur. À environ 1 mètre du sol, elle le trouva. Une petite indentation dans la pierre, parfaitement circulaire, d'environ 5 cm de diamètre. À l'intérieur de l'indentation, à peine visible, se trouvait un trou de serrure. Son souffle se coupa. C'était réel. C'était vraiment réel. Elle jeta un dernier regard à ses enfants, toujours endormis. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il y avait derrière ce mur, mais rester ici à geler avec un enfant malade semblait beaucoup plus dangereux que de le découvrir. Manon glissa la clé dans le trou. Elle s'ajusta parfaitement, comme si elle l'avait attendu. Elle la tourna. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis elle entendit un son, profond et grinçant, comme de la pierre se déplaçant contre de la pierre. La section du mur avec la jointure frémit, puis pivota lentement vers l'intérieur, révélant l'obscurité au-delà. Le cœur de Manon battait si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. Elle leva la lanterne, sa lumière se déversant dans l'espace au-delà. Ce n'était pas une grotte. C'était un passage, fait de mains d'homme, avec des murs lisses et un sol plat. L'air qui en sortait était sec, légèrement plus chaud que celui de l'abri, et portait une faible odeur de quelque chose. Pas de décomposition, pas de moisi. Autre chose qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle se tenait sur le seuil, chaque instinct lui hurlant de refermer la porte, d'oublier ce qu'elle avait vu, de garder ses enfants en sécurité dans le connu plutôt que de risquer l'inconnu. Mais Léo toussa de nouveau. Cette terrible toux caverneuse. Et Manon se souvint des quelques euros dans sa poche, de la voiture morte dehors, de la tempête qui ne montrait aucun signe d'arrêt, et du fait que toutes les portes de sa vie s'étaient fermées depuis des mois. Peut-être, juste peut-être, que c'était celle qui était censée s'ouvrir. Elle attrapa la lanterne de camping, vérifia une dernière fois que ses enfants dormaient paisiblement, puis franchit le seuil pour entrer dans le passage. La porte de pierre resta ouverte derrière elle, la lumière de l'abri se déversant à l'intérieur. Elle pouvait encore voir Chloé et Léo, et pouvait retourner auprès d'eux en quelques secondes si nécessaire. Cette petite assurance était la seule chose qui la faisait avancer. Le passage s'étendait sur environ 6 mètres, puis tournait à droite. Les murs étaient lisses, définitivement taillés par des mains humaines. Tous les 3 mètres environ, il y avait de petites alcôves creusées dans la pierre, comme des niches pour des lampes ou des bougies, bien qu'elles soient maintenant vides. Manon suivit la courbe, ses pas résonnant doucement. Le passage débouchait sur une chambre. Elle s'arrêta, levant la lanterne plus haut. La chambre était à peu près circulaire, d'environ 6 mètres de diamètre. Mais c'est ce qui remplissait la chambre qui lui fit oublier comment respirer. Des caisses, des dizaines de caisses, empilées proprement contre les murs. Des caisses en bois avec des fixations métalliques, tout hermétiquement fermées. Entre les caisses se trouvaient des malles en métal, du genre ancien avec de lourds verrous. Et au centre de la pièce,
posé sur ce qui ressemblait à un piédestal en pierre sculptée à la main, se trouvait un livre relié en cuir. Manon s'approcha lentement du piédestal, s'attendant à moitié à ce que ce soit une sorte de rêve ou d'hallucination provoquée par le froid et le stress. Mais le livre était réel. Elle pouvait voir la poussière sur sa couverture, le cuir craquelé, les coins métalliques ternis. Elle posa la lanterne et ouvrit prudemment le livre. La première page était une page de titre, écrite d'une écriture soignée et ancienne, Inventaire et Testament, 1976. Jean Leclerc. Les mains de Manon tremblaient en tournant la page. Ce qui suivait était une liste détaillée, écrite de la même main soignée. Chaque entrée avait une description, une date et une valeur. Vermeer, la liseuse à la fenêtre, acquis en 1968, valeur à l'époque, 12 millions de dollars. Degas, série des danseuses, 7 pièces, acquise de 1970 à 1973, valeur combinée, 18 millions de dollars. Premier folio de Shakespeare, complet, acquis en 1974, valeur, 6 millions de dollars. La liste continuait, page après page. Peinture, sculpture, livres rares, manuscrits. Chaque entrée était plus impossible que la précédente. Au bas de la dernière page de l'inventaire, il y avait une note. Si vous lisez ceci, alors je suis parti. Et cette collection est restée cachée comme je l'avais prévu. J'ai construit ce caveau en 1975, après le diagnostic de cancer. Après la mort de ma femme et de ma fille dans l'accident, après avoir réalisé que je n'avais pas d'héritier et aucun désir de laisser le gouvernement ou les chasseurs de fortune dépecer ce que j'ai passé ma vie à construire. Mieux vaut qu'il dorme dans la pierre jusqu'à ce que quelqu'un de digne le trouve. Si cette personne est vous, sachez ceci, je n'ai rien volé. Chaque pièce a été acquise légalement, documentée et payée. Les certificats se trouvent dans la malle métallique marquée provenance. Mon testament, scellé et notarié, se trouve dans la même malle. Il stipule que quiconque découvrira cette collection et pourra prouver qu'il l'a trouvée honnêtement sera considéré comme son héritier légitime. Je fais confiance à l'univers pour choisir judicieusement. Jean Leclerc, 15 octobre 1976. Manon lut la note 3 fois, puis 4. Sa vision se brouilla de larmes. Elle ne réalisait même pas qu'elle pleurait. Cela ne pouvait pas être réel. Des choses comme ça n'arrivaient pas à des gens comme elle. Les mères célibataires fuyant les avis d'expulsion ne tombaient pas sur des caveaux cachés contenant des fortunes. C'étaient des trucs de contes de fées, de films, pas la vraie vie. Mais le livre était réel. Les caisses étaient réelles. La chambre était réelle. Et si ne serait-ce qu'une fraction de ce qui était listé dans cet inventaire était réellement là. Elle fit le calcul dans sa tête, en utilisant les valeurs listées. Même en tenant compte de l'inflation et des changements sur le marché de l'art, même en étant conservatrice, elle regardait quelque chose valant bien plus de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Le nombre était si grand qu'il ne semblait pas réel. C'était comme une blague, comme des chiffres sur un écran de jeu vidéo. Mais l'atout de Léo était réel. La peur de Chloé était réelle. L'avis d'expulsion, la voiture morte et les quelques euros dans sa poche étaient tous réels. Manon tomba à genoux sur le sol de pierre, tenant toujours le livre d'inventaire, et se laissa pleurer pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté l'appartement. De grands sanglots déchirants qui secouaient tout son corps, libérant des mois de peur, d'épuisement et d'espoir désespéré et terrifié. Elle pleurait pour la femme qui avait entassé tout ce qu'il possédait dans une Renault mourante. Elle pleurait pour la mère qui avait vu son fils tomber malade et ne pouvait pas se permettre de médicaments. Elle pleurait pour la fille qui avait essayé si fort d'être courageuse alors que son monde entier s'effondrait. Et elle pleurait avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Parce que peut-être, juste peut-être, l'univers l'avait entendue. Peut-être que dans son heure la plus sombre, dans un abri gelé sur une montagne au milieu de nulle part, elle avait trouvé la seule porte qui était censée s'ouvrir. Elle essuya ses yeux, se leva et se dirigea vers la caisse la plus proche. Le bois était solide, bien scellé. Elle trouva un petit pied de biche parmi les outils empilés dans un coin. Même ce détail avait été pensé par ce mystérieux Jean Leclerc. Elle ouvrit délicatement le dessus. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu de protection, se trouvait une peinture. Elle la souleva délicatement, déballant le tissu. Même dans la lumière crue de la lanterne de camping, même avec ses connaissances limitées en art, Manon pouvait dire que c'était extraordinaire. Une femme lisant près d'une fenêtre,
la lumière tombant sur son visage d'une manière qui la faisait paraître vivante, respirante, réelle. Le Vermeer. Il était vraiment réel. Manon remballa soigneusement la peinture et la replaça dans la caisse. Son esprit tournait. Elle devait penser clairement, devait trouver quoi faire ensuite. Mais l'épuisement la tiraillait, et l'inquiétude pour Léo la ramenait vers l'abri. Elle ramassa le livre d'inventaire et la lanterne de camping, puis s'arrêta devant la malle métallique marquée provenance. Elle essaya le couvercle. Verrouillé, bien sûr. Mais elle avait trouvé une clé impossible ce soir. Peut-être en trouverait-elle une autre. Pour l'instant, cependant, ses enfants avaient besoin d'elle. Manon retourna par le passage, à travers la porte de pierre, et dans l'abri. Léo et Chloé dormaient toujours. La respiration de Léo était encore rauque mais régulière. Elle ajouta le livre d'inventaire à leur pile d'affaires, puis se glissa de nouveau dans le nid de couverture avec ses enfants. Elle les serra contre elle, sentant leur chaleur, leur solidité, leur précieuse réalité. Dehors, la tempête faisait toujours rage. À l'intérieur, Manon tenait ses enfants et essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Elle était venue dans cet abri pour survivre une nuit, mais elle avait trouvé quelque chose qui pourrait changer le reste de leur vie. La question n'était plus de savoir s'ils survivraient à la tempête. La question était de savoir ce qui viendrait après. Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Manon Dubois s'endormit avec autre chose que de la peur dans son cœur. Elle s'endormit avec de l'espoir. Le matin arriva lentement à l'abri, la lumière pâle filtrant à travers l'entrée comme un murmure. Manon se réveilla au son de la respiration laborieuse de Léo et au silence étrange qui suit un blizzard. La tempête était passée pendant la nuit, laissant derrière elle un monde enseveli sous le blanc. Elle s'extirpa délicatement de l'enchevêtrement de couverture et d'enfants, essayant de ne pas les réveiller. Son corps lui faisait mal d'avoir dormi sur la pierre, et ses vêtements étaient encore humides de la nuit précédente, raides de froid. Chaque muscle protestait alors qu'elle se levait, mais elle se força à se redresser. L'abri paraissait différent à la lumière du jour, moins menaçant, mais aussi moins magique qu'il n'avait semblé à la lueur des bougies. Juste de la roche, de l'ombre et les débris de leur arrivée désespérée. Des briques de jus vides, des emballages de barres de céréales, la lanterne de camping posée là où elle l'avait laissée. Manon se dirigea vers l'entrée et regarda le paysage transformé. La neige recouvrait tout, lisse, immaculée et impossible à naviguer. La voiture était complètement ensevelie, juste un vague monticule dans l'étendue blanche. La route avait entièrement disparu. Il n'y avait aucun moyen de savoir où le terrain sur se terminait et où la montagne plongeait. Il n'irait nulle part aujourd'hui. Elle se retourna pour étudier l'abri plus attentivement. Dans le stress et la panique de la nuit précédente, elle avait à peine enregistré les détails. Maintenant, dans la lumière froide du matin, elle regarda vraiment. L'espace faisait environ 5 mètres de profondeur et 4 de large à son point le plus large. Le plafond variait d'environ 2,50 m à l'entrée à peut-être 1,50 m au fond, là où il s'inclinait. Mais ce sont les murs qui ont attiré son attention. Ils étaient trop lisses, trop uniformes. Manon avait grandi en Auvergne, avait parcouru de nombreux sentiers, vu de nombreuses formations rocheuses naturelles. Elles étaient chaotiques, irrégulières, façonnées par des millénaires de vent, d'eau et de chaos géologique. Mais ces murs, bien que texturés, avaient une régularité qui semblait délibérée. Elle passa la main sur la surface. À certains endroits, la pierre était rugueuse, naturelle. Mais à d'autres, elle pouvait sentir des marques subtiles, des rainures qui formaient des motifs. Pas des rayures aléatoires d'animaux ou d'érosion. Des marques intentionnelles. Chloé s'agita dans les couvertures, toussant doucement. Manon retourna rapidement à ses côtés, pressant sa main sur le front de sa fille. Chaud, mais pas fiévreux comme Léo. Petite miséricorde. Maman? La voix de Chloé était rauque de sommeil. Je suis là, ma puce. Comment te sens-tu? Chloé s'assit, regardant autour d'elle avec de grands yeux alors que la mémoire lui revenait. La voiture en panne, la tempête, la course désespérée dans la neige. On fait encore du camping? Manon réussit à sourire. On dirait bien. La tempête a laissé beaucoup de neige. On va rester ici un peu plus longtemps, d'accord? Et l'école? Je pense que l'école peut attendre quelques jours.
Manon aida Chloé à sortir des couvertures, en faisant attention de ne pas déranger Léo, qui dormait encore d'un sommeil agité. Et si on explorait un peu notre grotte, comme de vrais explorateurs? Les yeux de Chloé s'illuminèrent à cette idée, et Manon ressentit une petite victoire. Les garder distraits. Garder leur espoir. C'était son travail. Ils partagèrent une barre de céréales pour le petit déjeuner, la divisant en 3, même si Léo dormait encore. Manon emballa soigneusement sa part et la mit de côté. Puis, elle et Chloé commencèrent à l'entour de l'abri, Manon laissant la curiosité de sa fille les guider. « Regarde, maman. » Chloé montra des marques sur le mur, à environ 1 mètre du sol. On dirait des lettres. Manon s'accroupit à côté d'elle. Chloé avait raison. Les marques ressemblaient à des lettres, ou du moins à quelqu'un qui avait tenté de graver des lettres et avait soit abandonné, soit été interrompu. Elle pouvait distinguer ce qui aurait pu être un J et peut-être un L, et plusieurs autres formes trop usées pour être identifiées. « Je me demande qui a fait ça, » dit Chloé. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être que des gens utilisaient cet abri il y a très longtemps. Comme des bergers, peut-être. Ou des gens avant les bergers. Cet abri pourrait être très, très vieux. » Ils continuèrent le long du périmètre. D'autres marques apparurent, certaines géométriques, d'autres qui auraient pu être des tentatives d'images ou de symboles. Et plus Manon regardait, plus elle était convaincue que ce n'était pas juste un abri naturel sur lequel quelqu'un était tombé. C'était un espace qui avait été délibérément choisi, voire modifié. Près du fond, là où le plafond était le plus bas, Chloé s'arrêta. « Maman, pourquoi cette partie est différente ?» Manon la rejoignit, regardant la section que sa fille indiquait. La pierre ici avait une texture différente, légèrement plus lisse, avec une faible ligne verticale allant du sol au plafond. C'était subtil, facile à manquer si on ne le cherchait pas. Mais une fois que Manon la vit, elle ne put l'ignorer. Elle pressa sa main contre le mur d'un côté de la ligne, puis de l'autre. À gauche, la pierre ressemblait au reste de l'abri, froide, légèrement rugueuse, solide. À droite, elle était différente. Plus lisse, plus uniforme. Comme la différence entre la pierre naturelle et quelque chose qui a été coupé, façonné, ajusté. « C'est bizarre, » murmura Manon. « Qu'est-ce qui est bizarre ?» demanda Chloé. Avant que Manon ne puisse répondre, Léo se réveilla avec une quinte de toux qui secoua son petit corps. Toutes deux se précipitèrent à ses côtés, et le mystère du mur fut oublié dans la crise immédiate d'un enfant de 4 ans malade. La fièvre de Léo avait grimpé pendant la nuit, ses joues étaient rouges, ses yeux vitreux. Quand Manon toucha son front, sa peau semblait brûler. « Maman, j'ai mal à la gorge, » gémit-il, et à la poitrine. La peur saisit le cœur de Manon. Ce n'était plus un simple rhume. C'était quelque chose de pire. Une bronchite, peut-être, ou le début d'une pneumonie. Et ils étaient piégés dans une grotte sur une montagne sans médicaments, sans signal téléphonique, et sans issue. Elle lui donna le reste de l'euro, rationnant soigneusement ce qui restait. Les briques de jus étaient finies. Il leur restait peut-être 4 barres de céréales et un demi-paquet de ficello qui commençait à avoir une odeur douteuse. Ils ne pouvaient pas rester ici beaucoup plus longtemps, mais ils ne pouvaient pas non plus partir. Manon enveloppa Léo dans toutes les couvertures qu'ils avaient et le serra contre elle, essayant de lui transmettre sa propre chaleur dans son corps frissonnant. Chloé se pressa de l'autre côté, silencieuse et effrayée comme le sont les enfants quand ils sentent la peur de leurs parents. La matinée s'étira en après-midi. Manon essaya à nouveau le téléphone, même si elle savait que c'était inutile. Toujours pas de signal. La batterie était descendue à 15%. Elle se tenait à l'entrée, regardant l'étendue impossible de neige, essayant de calculer leurs options. La voiture était ensevelie. Même si elle pouvait la déneiger, le moteur était mort. Ils étaient à au moins 5 km de la route principale, en supposant qu'elle puisse même la trouver sous toute cette neige. Et Léo ne pouvait pas marcher 5 km. Il pouvait à peine s'asseoir. Ils avaient besoin d'aide. Mais l'aide n'avait aucun moyen de savoir qu'ils étaient ici. Alors que la lumière commençait à faiblir, Manon alluma l'une de leurs bougies restantes. Il n'en restait que 4. Elle fit le calcul. 4 bougies, peut-être 2 heures chacune. 8 heures de lumière au total. Après cela, ils seraient dans l'obscurité.
Chloé l'aida à répartir le dîner, une barre de céréales chacun, partagée avec soin. Ils mangèrent lentement, pour que ça dure. Léo réussit à prendre quelques bouchées avant de se rendormir. « Maman ?» murmura Chloé à la lueur vacillante de la bougie. « Est-ce qu'on va s'en sortir ?» Manon regarda sa fille de 7 ans, si petite, si courageuse et si confiante, et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle avait échoué à tant de choses, son mariage, son travail, garder un toit sur leur tête. Mais elle ne pouvait pas échouer à ça. « Oui, » dit Manon fermement. « On va s'en sortir. Je te le promets, ma puce. On va s'en sortir. » Chloé hocha la tête et se blottit contre elle. En quelques minutes, elle dormait. Mais Manon ne pouvait pas dormir. La fièvre de Léo, leurs provisions qui diminuaient, la neige infranchissable. Tout cela pesait sur elle comme un poids physique. Elle devait faire quelque chose, n'importe quoi, même si ce n'était que faire les 100 pas dans les limites étroites de l'abri. Elle prit la lanterne de camping, la mit au réglage le plus bas pour économiser la batterie, et commença à nouveau à parcourir le périmètre. Cette fois, elle regarda plus attentivement ses marques sur les murs. À la lumière crue des LED, elle semblait plus délibérée qu'auparavant. Pas des rayures aléatoires, pas des graffitis anciens, autre chose. Près de l'entrée, à environ 2 mètres de hauteur, elle trouva une série de marques qui formaient définitivement des lettres. JL 1976. 1976, il y a moins de 50 ans. Récent en termes géologiques. Qui était JL et que faisait-il ici en 1976? L'esprit de Manon s'emballa. L'abri était clairement ancien, peut-être des centaines d'années d'après l'érosion de la roche naturelle. Mais quelqu'un nommé JL était venu ici en 1976, et avait jugé assez important de graver ses initiales et la date. Elle continua son tour, trouvant plus de marques. Certaines ressemblaient à des mesures, des chiffres et des lignes effacées mais encore visibles. D'autres ressemblaient à des indicateurs directionnels, des flèches pointant vers le fond de l'abri, vers cette étrange jointure dans le mur. Manon retourna à l'endroit où Chloé avait remarqué la texture différente. Elle passa ses mains le long de la ligne verticale plus attentivement cette fois, la suivant du sol jusqu'au scie auquel pouvait atteindre. C'était définitivement trop droit pour être naturel. Et quand elle frappa doucement de chaque côté, les sons étaient différents. À gauche, un bruit sourd et plein, le son d'un poing rencontrant la pierre. À droite, une tonalité légèrement différente. Pas tout à fait creux, mais pas tout à fait solide non plus. Étouffé. Son cœur commença à battre plus vite. Manon savait qu'elle devrait s'arrêter, se concentrer sur le maintien au chaud de ses enfants et attendre les secours. Mais quelque chose à propos de ces marques, de cette jointure, de ce son différent quand elle frappait le mur, l'attirait. Elle se souvint d'un documentaire qu'elle avait vu une fois sur les vieux bâtiments de l'époque de la Prohibition avec des pièces cachées, de faux murs conçus pour dissimuler des activités illégales. Les techniques qu'ils utilisaient, assortir des façades en pierre aux murs existants, créer des jointures qui semblaient naturelles, construire des portes invisibles à moins de savoir exactement où regarder. Quelqu'un aurait-il pu faire ça ici? Construire un faux mur dans un abri ancien? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vaudrait la peine d'être caché au milieu de nulle part? Elle pressa son oreille contre le mur et frappa à nouveau, écoutant attentivement. Le son changeait définitivement à la jointure. Du côté droit, ses coups semblaient résonner très légèrement, comme s'il y avait un espace au-delà. Manon recula, étudiant le mur entier. Si c'était une porte, il devait y avoir un mécanisme, une poignée, un loquet, quelque chose. Elle commença par le sol, passant ses mains le long de la base du mur, cherchant toute irrégularité. Rien. Elle remonta, centimètre par centimètre, pressant et sondant. Toujours rien. Puis, à environ 1 mètre du sol, ses doigts trouvèrent une petite indentation, circulaire, d'environ 5 cm de diamètre. Facile à manquer si on ne la cherchait pas. Juste une autre irrégularité dans la pierre. Mais quand elle appuya dessus, quelque chose cliqua. Manon retira sa main brusquement, le cœur battant. Elle attendit, mais rien d'autre ne se passa. Pas de mur coulissant, pas de secret révélé. Juste ce seul clic doux, comme un verrou qui se désengage. Elle regarda autour de l'abri. Chloé et Léo dormaient toujours, le bras de Chloé jeté protecteur sur son petit frère.
La bougie s'était consumée en un moignon. Dehors, la nuit noire était tombée. Manon se retourna vers le mur et poussa. Rien ne bougea. Elle essaya de tirer. Toujours rien. Puis elle essaya de le faire glisser, pressant son épaule contre le mur et poussant latéralement. Le mur bougea. Pas beaucoup, peut-être 2 centimètres, mais il bougea définitivement. Et une fois qu'il commença, il sembla glisser plus facilement, comme s'il était sur une sorte de rail. Manon poussa plus fort et la section de mur glissa vers la gauche, révélant l'obscurité au-delà. Elle attrapa la lanterne de camping et la leva. Derrière le faux mur se trouvait un passage, non naturel, taillé avec des murs lisses et un sol plat, et une intentionnalité qui lui coupa le souffle. C'était ça. C'était ce que JL protégeait en 1976. C'était ce vers quoi pointaient ses flèches, ses marques et ses mesures. Manon jeta un dernier regard à ses enfants. Ils étaient en sécurité, au chaud autant que possible, dormant paisiblement. Elle jetterait juste un coup d'œil, juste une minute, juste pour voir ce qu'il y avait là. Elle entra dans le passage. L'air se sentit immédiatement différent. Plus sec, légèrement plus chaud. Les murs étaient lisses, presque polis, et tous les 3 mètres environ, il y avait de petites alcôves creusées dans la pierre. Le passage s'étendait sur environ 6 mètres, puis tournait à droite. Manon le suivit, ses pas résonnant doucement dans l'espace confiné. La courbe s'ouvrit sur un espace plus grand, et Manon leva la lanterne plus haut. Elle arrêta de respirer. La chambre était à peu près circulaire, d'environ 6 mètres de diamètre. Et elle était remplie de caisses, des dizaines de caisses en bois avec des fixations métalliques empilées proprement contre les murs incurvés. Entre les caisses se trouvaient des malles en métal, anciennes, du genre avec de lourds verrous et des coins renforcés. Au centre de la pièce, posé sur un piédestal en pierre sculptée à la main, se trouvait un livre relié en cuir. Manon s'avança lentement, à moitié convaincue que c'était un rêve provoqué par le froid, le stress et la peur. Mais le piédestal était réel. Le livre était réel. Elle pouvait voir la poussière sur sa couverture, les fissures dans le cuir vieilli. Elle posa la lanterne et ouvrit prudemment le livre. La première page était une page de titre écrite d'une écriture élégante et ancienne. Inventaire et testament. Jean Leclerc, 1976. J.L. Jean Leclerc. Manon tourna la page avec des mains tremblantes. Ce qui suivait était une liste détaillée et méticuleuse. Chaque entrée écrite de la même main soignée. Vermeer, la liseuse à la fenêtre, acquis en 1968, valeur à l'époque, 12 millions de dollars. La vision de Manon se brouilla. Elle cligna des yeux, le relut. 12 millions pour une seule peinture. Elle continua à lire. Série des danseuses de Degas, 7 pièces, acquises de 1970 à 1973. Valeur combinée, 18 millions de dollars. Premier folio de Shakespeare, complet, acquis en 1974, valeur, 6 millions de dollars. Les Nymphéas de Monet, série, acquise en 1969, valeur, 15 millions de dollars. La liste continuait, page après page. Peinture, sculpture, livres rares, manuscrits, artefacts. Chaque entrée avait une description, une date d'acquisition et une valeur. Les mains de Manon tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber le livre. Elle le posa soigneusement sur le piédestal et recula, son esprit refusant de traiter ce qu'elle lisait. Cela ne pouvait pas être réel. Les gens ne cachaient pas simplement des millions d'euros d'art dans des grottes au milieu de nulle part. Ce n'était pas comme ça que le monde fonctionnait. Mais le livre était réel. La chambre était réelle. Les caisses étaient réelles. Elle se dirigea vers la caisse la plus proche et l'examina. Le bois était solide, bien scellé avec des fixations métalliques qui montraient de l'âge mais pas de rouille. Quelqu'un les avait préparés pour un stockage à long terme. Manon trouva un petit pied de biche appuyé contre le mur. Même ce détail avait été pensé. Elle fit levier sur le couvercle de la caisse. Les clous étaient tenaces, mais le bois était vieux. Avec effort, elle dégagea le dessus. À l'intérieur se trouvait un emballage de protection, des couches de tissu qui avaient jauni avec l'âge. Manon écarta soigneusement l'emballage. Une peinture. Même avec ses connaissances limitées en art, même à la lumière crue de la lanterne de camping, elle pouvait voir que c'était extraordinaire.
Une femme près d'une fenêtre lisant une lettre. La lumière tombait sur son visage d'une manière qui la faisait paraître vivante, présente, comme si elle pouvait lever les yeux à tout moment et reconnaître la présence de Manon. Le Vermeer. Il était réel. Manon remballa la peinture avec des mains tremblantes et replaça soigneusement le couvercle de la caisse. Elle recula, son esprit tourbillonnant. Elle reprit le livre d'inventaire et le feuilleta jusqu'à la dernière page. Là, dans la même écriture soignée, se trouvait une note. Si vous lisez ceci, alors je suis parti. Et cette collection est restée cachée comme je l'avais prévu. J'ai construit ce caveau en 1975 après le diagnostic de cancer, après que ma femme et ma fille soient mortes dans l'accident qui a emporté tout ce qui comptait. Je n'ai ni héritier, ni famille, personne qui comprendrait ce que ces pièces signifiaient pour moi. Pas leur valeur monétaire, mais leur beauté, leur histoire, les siècles de créativité humaine qu'elles représentent. Je ne pouvais supporter l'idée qu'elles soient disputées, vendues aux enchères aux plus offrants, dispersées à travers le monde pour être accrochées dans les collections stériles de gens qui ne voient que des opportunités d'investissement. Mieux vaut qu'elles dorment ici dans la pierre, préservées et protégées jusqu'à ce que quelqu'un de digne les trouve. Si cette personne est vous, sachez ceci, je n'ai rien volé. Chaque pièce a été acquise légalement, documentée et payée. Les certificats d'authenticité et de provenance se trouvent dans la malle métallique marquée d'un X. Mon testament, scellé et notarié, se trouve dans la même malle. Il stipule clairement que quiconque découvrira cette collection par des moyens honnêtes, non par vol ou intrusion, mais par le destin, la fortune ou le simple hasard, sera considéré comme son héritier légitime. J'ai laissé des instructions détaillées pour le transfert de propriété. J'ai laissé les clés dont vous aurez besoin. J'ai laissé tout ce qui est nécessaire pour que cela soit légalement vôtre, si vous choisissez de le réclamer. Le monde est plein de belles choses, mais aussi de choses terribles. Utilisez ce don à bon escient. Honorez l'art. Honorez l'histoire. Et peut-être, si le cœur vous en dit, souvenez-vous d'un vieil homme qui aimait la beauté plus que la vie elle-même. Jean Leclerc, 15 octobre 1976. Manon lut la note 3 fois. Puis 4. Des larmes coulaient sur son visage, bien qu'elle les remarquât à peine. C'était impossible. Cela ne pouvait pas arriver. Les mères célibataires fuyant les avis d'expulsion ne tombaient pas sur des caveaux cachés contenant des fortunes. C'étaient des trucs de contes de fées, de films, pas la vraie vie. Mais l'atout de Léo était réel. La peur de Chloé était réelle. La voiture morte, les quelques euros dans sa poche et l'avis d'expulsion. Tout était réel. Et cette chambre, cet inventaire, ce cadeau impossible d'un homme mort nommé Jean Leclerc. C'était réel, aussi. Manon tomba à genoux sur le sol froid de pierre, tenant toujours le livre. Son esprit parcourait les implications. Si les valeurs listées dans ce livre étaient ne serait-ce que vaguement exactes, et si la collection était encore intacte, elle regardait quelque chose valant. Elle fit le calcul approximativement, additionnant les chiffres qu'elle avait vus. Même en étant conservatrice, même en supposant que certaines pièces se soient dégradées ou aient été endommagées par le temps, elle regardait bien plus de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. Le nombre était si grand qu'il semblait dénué de sens. Elle ne pouvait pas conceptualiser ce genre d'argent. C'était comme essayer d'imaginer l'infini. Mais elle pouvait conceptualiser ce que même une fraction de cet argent pourrait faire. Des médicaments pour Léo. Une vraie maison pour ses enfants. La sécurité. Un avenir qui n'était pas défini par le désespoir et la peur. Elle pouvait conceptualiser l'espoir. Manon se leva sur des jambes tremblantes et se dirigea vers la malle métallique marquée d'un X gravé sur son côté. Elle essaya de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Bien sûr qu'elle était verrouillée. Elle regarda autour de la chambre, cherchant. Sur une petite étagère taillée dans le mur près de l'entrée, elle trouva une boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient 3 clés, chacune étiquetée. Une disait « Malle provenance », une autre « Stockage secondaire », et la troisième « Effet personnel ». Manon prit la clé étiquetée « Malle provenance » et retourna à la malle marquée. La clé s'ajusta parfaitement. La serrure s'ouvrit avec un clic qui sembla incroyablement fort dans la chambre silencieuse. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des dizaines, chacun étiqueté, chacun contenant des documents, certificats d'authenticité, factures de vente, rapports d'expertise, documents de transfert,
tout organisé avec le même soin méticuleux que le livre d'inventaire. Et sous tous les dossiers, dans une enveloppe Kraft scellée, se trouvait le testament. Manon le sortit avec des mains tremblantes, mais ne l'ouvrit pas. Pas encore. Elle devait réfléchir, devait digérer, devait déterminer si c'était réel, ou si elle avait finalement craqué sous la pression et halluciné dans une grotte pendant que ses enfants gelaient. Elle regarda une dernière fois la chambre. Les caisses, les malles, le piédestal avec son livre d'inventaire, les murs lisses qui parlaient de mois, peut-être d'années de construction soignée. Jean Leclerc avait construit tout cela, avait caché une fortune ici, avait rédigé un testament spécialement conçu pour la transmettre à quiconque la trouverait. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, ce quiconque, c'était elle. Manon ramassa le livre d'inventaire et le testament scellé, puis referma soigneusement la malle. Elle jeta un dernier regard à la chambre, essayant de mémoriser chaque détail, craignant à moitié que tout ne disparaisse si elle détournait le regard. Puis elle retourna par le passage, à travers le faux mur, et dans l'abri où dormaient ses enfants. Elle referma le mur derrière elle et resta là un long moment, respirant difficilement, le cœur battant à tout rompre. Chloé s'agita dans les couvertures. « Maman, où étais-tu » Manon traversa la pièce jusqu'à sa fille et s'agenouilla, lissant les cheveux du front de Chloé. « Juste en train d'explorer, ma puce. Juste en train de regarder autour de moi. Tu as trouvé quelque chose » Manon regarda le livre d'inventaire qu'elle tenait encore, puis le visage confiant de sa fille. « Oui, dit-elle doucement. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Chloé sourit d'un air endormi et se blottit de nouveau dans les couvertures. En quelques instants, elle dormait à nouveau. Manon s'assit à côté de ses enfants, le livre d'inventaire sur ses genoux, le testament scellé à côté d'elle, et essaya de traiter la chose impossible qui venait de se produire. Dehors, la montagne était silencieuse sous sa couverture de neige. À l'intérieur de l'abri, Manon tenait ses enfants et pensait à un homme nommé Jean Leclerc, qui avait assez aimé la beauté pour la cacher d'un monde qu'il pensait la détruirait. Et elle pensait aux quelques euros dans sa poche, à l'enfant malade dans ses bras, et au choix qui se présentait maintenant à elle. Demain, elle devrait trouver quoi faire de cette découverte. Demain, elle devrait penser aux avocats, aux autorités, et aux questions juridiques complexes qui accompagnaient la découverte d'une fortune dans une grotte. Mais ce soir, elle tenait juste ses enfants serrés et se laissait ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle se laissait ressentir de l'espoir. L'aube se leva, froide et claire sur la montagne. Manon avait à peine dormi, son esprit tourbillonnant avec tout ce qu'elle avait découvert dans la chambre cachée. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette liste d'inventaire, ces chiffres impossibles. L'écriture soignée de Jean Leclerc détaillant une fortune qui défiait la croyance. La fièvre de Léo était tombée pendant la nuit, et il se réveilla affamé pour la première fois en 2 jours. Manon lui donna la dernière barre de céréales et le regarda avec soulagement la manger lentement, ses couleurs revenant. Chloé grignotait un ficello qui avait mieux survécu au froid que Manon ne l'avait espéré. « Maman, dit Chloé entre 2 bouchées, quand est-ce qu'on rentre à la maison » Manon regarda vers l'entrée où la lumière du matin révélait un monde encore enseveli sous la neige. La tempête était passée, mais ils étaient piégés aussi sûrement que si elle faisait encore rage. « Bientôt, ma puce, je te le promets. » Mais elle n'avait aucune idée si cette promesse signifiait quelque chose. Leur téléphone était mort pendant la nuit. La voiture était ensevelie et en panne. Il ne leur restait plus de nourriture, à l'exception de quelques crackers au fond du sac à dos de Chloé. Et dans la chambre derrière le faux mur se trouvaient 200 millions d'euros d'art et d'artefacts qui auraient aussi bien pu être sur la Lune pour tout le bien que cela leur faisait en ce moment. Manon devait réfléchir, devait planifier. Mais d'abord, elle devait savoir exactement à quoi elle avait affaire. Après que les enfants eurent fini de manger, elle les installa avec un livre de coloriage que Chloé avait emporté et la dernière lampe de poche en état de marche, puis leur dit qu'elle allait explorer davantage la grotte. « Je peux venir » demanda Chloé. « Pas cette fois, ma chérie. J'ai besoin que tu restes ici avec Léo et que tu t'assures qu'il reste au chaud. D'accord ? C'est toi la chef. » Chloé se rengorgea de cette responsabilité, et Manon ressentit une pointe de culpabilité d'avoir manipulé la serviabilité de sa fille. Mais elle devait examiner le caveau plus attentivement, devait comprendre ce qu'elle avait trouvé, et elle ne pouvait pas le faire avec 2 enfants curieux posant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Elle alluma leur avant-dernière bougie, la laissant avec les enfants,
puis prit la lanterne de camping et se glissa à travers le faux mur dans le passage. Le caveau semblait différent le matin, bien qu'aucune lumière naturelle n'atteignît cette profondeur. La lueur des LED de la lanterne semblait plus dure, plus clinique, dépouillant le mystère pour ne laisser que les faits. Des caisses, des malles, des murs de pierre, un piédestal avec un livre. Manon retourna à l'inventaire et cette fois, lut attentivement chaque page, prenant des notes mentales. La collection était stupéfiante. Vieux maîtres et impressionnistes, peintures de l'âge d'or hollandais, sculptures de la Renaissance italienne, premières éditions de livres qui avaient façonné l'histoire de l'humanité, manuscrits enluminés de monastères médiévaux, céramiques asiatiques antérieures à Christophe Colomb, artefacts de peuples autochtones provenant de royaumes qui s'étaient élevés et effondrés des siècles auparavant. Jean Leclerc avait été un collectionneur sérieux, et ses goûts avaient été à la fois raffinés et éclectiques. Mais plus que cela, il avait été méticuleux. Chaque entrée incluait non seulement une description et une valeur, mais aussi des détails d'acquisition, des informations sur la provenance et des références à la documentation dans les malles. Manon se dirigea vers les caisses et commença un examen systématique. Elle ne les ouvrit pas toutes. Il y en avait trop, et elle ne voulait pas risquer d'endommager quoi que ce soit, mais elle en ouvrit assez pour confirmer que l'inventaire correspondait à la réalité. Le Vermeer était là. De même que les pièces de Degas, cette petite peinture de danseuse de ballet, toutes exquises. Elle trouva un Monet qui lui serra la gorge par sa beauté, des nymphéas flottant dans des bleus et des verts qui semblaient briller même sous la lumière artificielle. Elle trouva des sculptures enveloppées dans un matériau de protection, des livres scellés dans des boîtes sans acide, des céramiques calées dans de la mousse découpée sur mesure. Tout avait été préservé avec un soin extraordinaire. Ce n'était pas quelqu'un qui cachait à la hâte des biens volés. C'était un conservateur protégeant des trésors. Manon retourna à la malle marquée d'un X et sortit d'autres dossiers. La documentation était exhaustive, factures de vente de maisons de vente aux enchères et de galeries réputées, certificats d'authenticité d'experts reconnus, expertise d'assurance, registre de la chaîne de possession remontant à des décennies, parfois des siècles. Jean Leclerc avait dit la vérité. Il avait tout acquis légalement. Mais cela soulevait la question, s'il l'avait acquis légalement, pourquoi le cacher? Pourquoi construire un caveau secret dans une grotte de montagne au lieu de le donner à un musée, de le vendre ou de le léguer à une institution? Manon trouva la réponse dans un autre dossier, intitulé « Correspondance personnelle ». À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, classées par ordre chronologique. Elle en sortit une poignée et commença à lire à la lumière de sa lanterne. Les premières lettres dataient des années 1960. Correspondance entre Leclerc et divers marchands et collectionneurs. Le ton était professionnel, enthousiaste. Les lettres d'un homme qui aimait l'art et avait les moyens de l'acquérir. Mais à mesure que les dates avançaient vers le début des années 70, le ton changea. Il y avait des lettres d'avocats sur la planification successorale, des lettres de compagnie d'assurance, puis, datée de mars 1974, une lettre d'un hôpital de Lyon. Cher Monsieur Leclerc, nous regrettons de vous informer que les biopsies confirment un cancer du pancréas de stade 4. Compte tenu de la nature avancée de la maladie, nous estimons de 6 à 18 mois. Le cœur de Manon se serra. Elle continua à lire d'autres lettres. Leclerc prenant des dispositions, écrivant à des amis, réglant ses affaires. Et puis, datée de juin 1974, une lettre d'une autre écriture. Cher Jean, je ne sais pas comment écrire ceci. L'accident s'est produit si vite. Sarah et Emma ont été tuées sur le coup. Le conducteur ivre a survécu. J'ai pensé que tu devrais le savoir avant que la nouvelle ne t'atteigne par les canaux officiels. Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Sarah et Emma, sa femme et sa fille. Les yeux de Manon brûlaient de larmes pour un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. Il était mourant. Et puis il avait perdu sa famille. Tout ce qui comptait pour lui, disparut en un instant. Elle trouva d'autres lettres après cela, mais elles étaient différentes. Amère, en colère. Leclerc écrivant à des avocats au sujet de son testament, le modifiant à plusieurs reprises, rayant des parents qui ne s'étaient jamais souciés de lui et des institutions qui avaient rejeté ses offres de donation de la collection. Ils veulent l'art, avait-il écrit dans une lettre. Mais ils le veulent à leurs conditions, avec leur nom dessus, avec leur contrôle dessus. Ils n'aiment pas ces pièces. Ils voient des actifs, des marchandises, des déductions fiscales.
J'ai passé 50 ans à collectionner la beauté et ils veulent la transformer en ligne sur un bilan. La dernière lettre du dossier était datée de septembre 1975, manuscrite, clairement un brouillon de quelque chose qu'il avait l'intention de finaliser. À quiconque trouvera cette collection, j'ai construit un caveau pour protéger ce que j'aime d'un monde qui ne voit que des signes d'euros. Chaque pièce ici représente la créativité humaine à son meilleur. Chaque peinture, chaque sculpture, chaque manuscrit est un témoignage de notre capacité à la beauté dans un monde plein de laideur. Je ne les laisserai pas être répartis entre des musées qui les accrocheront dans des réserves ou vendus à des collectionneurs qui les enfermeront dans des entrepôts climatisés comme des investissements. Mieux vaut qu'ils dorment dans la pierre, préservés et entiers, jusqu'à ce que quelqu'un qui comprendra les trouve. Mon testament est clair. Ma documentation est complète. Cette collection appartient à quiconque lit cette lettre. Utilisez-la à bon escient. Honorez-la et peut-être ayez une pensée pour un vieil homme qui aimait la beauté plus que la vie. Jean Leclerc. Manon remit soigneusement les lettres dans le dossier, ses mains tremblant. Elle comprenait maintenant. Leclerc avait été brisé par la perte et trahi par un monde qui appréciait sa collection plus que son chagrin. Alors il avait tout caché, construit un tombeau pour la beauté, et avait fait confiance au destin pour choisir son héritier. Et le destin avait choisi une mère célibataire sans abri fuyant un avis d'expulsion. L'absurdité de la situation la fit presque rire, mais le son se coinça dans sa gorge et sortit comme un sanglot. Manon essuya ses yeux et se força à se concentrer. Comprendre les motivations de Leclerc était une chose. Déterminer quoi faire de son héritage en était une autre. Elle sortit le testament scellé et ouvrit soigneusement l'enveloppe. Le document à l'intérieur était officiel, notarié, attesté par 2 avocats dont les noms et numéros de barreau étaient clairement imprimés. Elle lut lentement le langage juridique, déchiffrant le sens des phrases formelles. Le testament était simple. Jean Leclerc, saint d'esprit, laissait l'ensemble de sa succession, y compris tout l'art, les artefacts et les biens personnels logés dans un lieu sécurisé connu de lui seul, à l'individu qui découvrirait la dite collection par des moyens légaux et pourrait fournir la preuve de la dite découverte. Il y avait des instructions spécifiques. Le découvreur devait contacter un cabinet d'avocats à Lyon, fournir une preuve de la découverte, y compris des photographies et le livre d'inventaire original, se soumettre à une vérification de l'authenticité de la collection, et après vérification réussie, recevrait la pleine propriété légale. Le cabinet d'avocats était Duval et Associés. Une adresse sur une grande rue de Lyon. Un numéro de téléphone. L'esprit de Manon s'emballa. C'était réel. C'était juridiquement contraignant. Jean Leclerc avait effectivement créé un mécanisme pour transférer la propriété d'une fortune à un étranger. Mais les questions affluèrent immédiatement. Le cabinet d'avocats existait-il toujours? C'était il y a 49 ans. Honorerait-il un testament aussi ancien? La croirait-elle? Et qu'en est-il des impôts, de l'authentification, de la pure logistique de réclamation et de gestion d'une collection valant des centaines de millions? Elle avait besoin d'informations, de recherches, mais son téléphone était mort. Ils étaient piégés sur une montagne, et ses enfants étaient assis dans une grotte sans nourriture et sans issue. La réalité s'abattit de nouveau sur elle. Rien de tout cela n'avait d'importance s'ils ne survivaient pas au prochain jour. Manon retourna à l'abri pour trouver Chloé et Léo jouant à un jeu calme avec des cailloux, inventant des règles au fur et à mesure. Ils levèrent les yeux lorsqu'elle émergea de derrière le faux mur, et le visage de Chloé s'illumina. « Tu as trouvé quelque chose de cool? » « Peut-être, » dit Manon prudemment. « Écoutez, je dois vérifier quelque chose. Je vais essayer d'aller jusqu'à la voiture. Voir si je peux trouver mon chargeur de téléphone. »« D'accord. Je peux venir ?» demanda Léo, sa voix plus forte que la veille. « Non, mon chéri. La neige est trop profonde. Mais je promets que je serai prudente. » Elle s'emmitoufla dans toutes les couches qu'elle avait et sortit dans le monde blanc et brillant. La neige était plus profonde qu'elle ne l'avait pensé, près d'1 mètre par endroit, plus profonde là où elle avait formé des congères. La voiture était complètement ensevelie, une simple forme vague dans le paysage. La route était invisible, mais le ciel était clair, d'un bleu poignant, et le soleil était chaud sur son visage malgré le froid. Plus important encore, elle pouvait voir à des kilomètres. Pas d'autres voitures, pas de signe de vie, juste un blanc infini et les formes sombres des sapins alourdis par la neige. Ils étaient complètement seuls. Manon pataugea dans la neige jusqu'à la voiture,
chaque pas étant épuisant. Quand elle l'atteignit, elle transpirait malgré le froid. Elle creusa à la portière côté conducteur jusqu'à pouvoir l'ouvrir, puis chercha à l'intérieur tout ce qui pourrait être utile. Elle trouva le chargeur de téléphone, son sac à main avec ses quelques euros inutiles, et, niché dans la boîte à gants, quelque chose qu'elle avait oublié. Une vieille radio d'urgence que son père lui avait donnée des années auparavant. Alimentée par pile, étanche, conçue exactement pour ce genre de situation. Le cœur de Manon fit un bond. Elle la vérifia. Les piles étaient vieilles, mais fonctionnaient encore. Elle l'alluma et fut récompensée par des grésillements, puis des voix. Un bulletin météo. La tempête avait été massive. Les routes étaient fermées dans toute la région. Des efforts de sauvetage étaient en cours, mais entravés par les conditions. Elle essaya de trouver une station locale, quelque chose qui pourrait lui dire où se trouvait l'aide, combien de temps avant que les routes ne rouvrent. Ce qu'elle entendit ensuite lui glaça le sang. Nous répétons notre information principale, les autorités enquêtent sur des rapports de vol d'art majeur d'une collection privée à Lyon. Les détails sont rares, mais des sources suggèrent que les objets volés pourraient être liés à la succession de Jean Leclerc, un collectionneur reclus décédé en 1976. La gendarmerie nationale et la police judiciaire ont rejoint l'enquête, et les responsables demandent à toute personne ayant des informations de contacter. Les mains de Manon s'engourdirent. Elle faillit laisser tomber la radio. Jean Leclerc. La gendarmerie. La police judiciaire. Une enquête pour vol. Son esprit tourbillonnait. Cela n'avait aucun sens. Leclerc était mort il y a 49 ans. Sa collection était cachée depuis près de 5 décennies. Pourquoi y aurait-il une enquête maintenant? À moins que quelqu'un d'autre ne connaisse l'existence du caveau. À moins que quelqu'un ne l'ait cherché. À moins qu'elle ne soit tombée sur quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait réalisé. Manon retourna à l'abri aussi vite qu'elle le put, le cœur battant à tout rompre. Elle fit irruption à l'entrée, surprenant les enfants. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda Chloé, effrayée par l'expression de son visage. « Rien, ma puce. Tout va bien. J'ai besoin de réfléchir. » Elle alluma la radio, gardant le volume bas, et parcourut les stations jusqu'à ce qu'elle retrouve les informations. L'avocate de la succession, maître Sophie Duval, s'est adressée aux journalistes ce matin, affirmant que le testament de Jean Leclerc incluait des dispositions pour une collection cachée d'une valeur estimée à 250 millions d'euros. Maître Duval allègue que le testament a été récemment découvert lors de la rénovation des bureaux du cabinet d'avocats et que des parties inconnues pourraient avoir accédé illégalement au site de la collection. La police judiciaire a refusé de commenter les détails de l'enquête, mais a confirmé que des agents ont été déployés pour rechercher l'emplacement de la collection. 250 millions. Le reportage radio confirmait la valeur de l'inventaire. Mais plus important encore, quelqu'un avait trouvé le testament de Leclerc au cabinet d'avocats. Quelqu'un savait que la collection existait, et quelqu'un, la police, les avocats, qui sait qui d'autre la cherchait activement. Les mains de Manon tremblaient. Elle devait penser clairement, mais la panique essayait de lui monter à la gorge. Elle avait trouvé la collection la première. Elle avait le livre d'inventaire, le testament original du caveau. Selon les termes établis par Leclerc, la collection était légalement sienne. Mais les autorités le verraient-elles de cette façon? Ou penseraient-elles qu'elle l'avait volé, qu'elle était entrée par effraction, qu'elle avait pris ce qui n'était pas à elle? Elle pensa aux faux murs, aux passages cachés, aux soins méticuleux avec lesquels tout avait été scellé. Leclerc s'attendait à ce que sa collection soit finalement trouvée, mais il avait rendu la tâche difficile. Il fallait savoir que l'abri existait. Il fallait remarquer la jointure. Il fallait trouver la clé. Combien de personnes étaient passées devant cet abri en 49 ans sans jamais remarquer ce qui était caché à l'intérieur? Et maintenant, le pur hasard l'avait mené ici. Une voiture en panne, un blizzard, des enfants désespérés et l'instinct d'une mère de trouver un abri. Était-ce suffisant pour prouver qu'elle l'avait trouvé par des moyens légaux? Ou cela donnerait-il l'impression qu'elle savait depuis le début, qu'elle l'avait cherché, qu'elle l'avait volé? Le téléphone de Manon était mort, mais elle avait le chargeur. Si elle pouvait trouver une source d'alimentation. Mais il n'y avait pas de courant. Le caveau était climatisé selon le reportage, mais elle n'avait vu aucun équipement de climatisation. Peut-être était-il caché.
Peut-être fonctionnait-il sur un système indépendant. Mais cela ne l'aidait pas maintenant. Elle devait tout documenter. Avoir la preuve qu'elle avait trouvé cela par accident, non par dessein. La lanterne de camping avait un port USB pour charger les téléphones. C'était un pari risqué, mais Manon brancha son téléphone et attendit avec espoir. Après 1 minute, l'écran s'anima. 2% de batterie. Se chargeant lentement, mais se chargeant. Manon attendit, faisant les 100 pas, écoutant la radio, son esprit parcourant les scénarios. Les enfants la regardaient avec des yeux inquiets, mais restaient silencieux, sentant que maman avait besoin de réfléchir. Quand le téléphone atteignit 5%, Manon le débrancha et commença rapidement à prendre des photos, l'abri, le faux mur, le passage, la chambre, les caisses, les malles et le piédestal, le livre d'inventaire ouvert pour montrer l'écriture de Leclerc, le testament avec ses sceaux officiels. Elle documenta tout ce qu'elle put avant que la batterie ne meure à nouveau à 3%. Mais c'était quelque chose. C'était une preuve. Elle rebrancha le téléphone à la lanterne et essaya de réfléchir à ses prochaines étapes. Premièrement, survivre. Il devait encore descendre de cette montagne. Emmener Léo chez un médecin. Avoir de la nourriture, de la chaleur et de la sécurité. Deuxièmement, contacter le cabinet d'avocats mentionné dans le testament de Leclerc. Expliquer ce qu'elle avait trouvé. Fournir la documentation. Suivre le processus légal qu'il avait établi. Troisièmement, naviguer d'une manière ou d'une autre le fait que la police judiciaire enquêtait et que quelqu'un de ce cabinet d'avocats avait déjà fait des déclarations sur la collection. C'était écrasant. C'était terrifiant. Mais Manon avait passé les 3 dernières années à faire des choses terrifiantes. Elle avait quitté un mariage violent avec un enfant de 2 ans et un nouveau-né. Elle avait travaillé en double service dans un bistrot tout en étudiant pour son bac. Elle avait serré ses enfants contre elle à travers les expulsions, la faim et la peur. Elle pouvait faire ça aussi. La radio crépita avec d'autres nouvelles. La gendarmerie nationale cherchait par quadrillage dans les montagnes à l'ouest de Lyon. Ils avaient des pistes suggérant que la collection était cachée dans un endroit isolé, peut-être une grotte ou une structure abandonnée à l'ouest de Lyon. C'était là où ils étaient. L'estomac de Manon se noua. Combien de temps avant que les équipes de recherche n'atteignent cette zone? Combien de temps avant que les hélicoptères ne repèrent la voiture ensevelie, les empreintes dans la neige menant à un abri sous roche? Elle pensa à la logistique. Même si la gendarmerie les trouvait, même s'ils trouvaient le caveau, elle avait le testament original. Elle avait le livre d'inventaire. Elle avait des preuves photographiques de sa découverte. Mais elle était aussi une femme sans abri avec 2 enfants, sans argent, sans avocat, sans moyen de prouver quoi que ce soit sauf sa parole contre celle des agents fédéraux et des avocats de succession. Le système n'avait pas tendance à favoriser les gens comme elle. Manon s'assit lourdement sur le sol de pierre, la tête entre les mains. C'était impossible. Tout ça. La fortune, le timing, les complexités juridiques, la police. Maman. La petite main de Chloé toucha son épaule. Ça va? Manon leva les yeux vers le visage inquiet de sa fille et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de dur et de déterminé. Elle s'était battue pour ses enfants depuis le jour de leur naissance. Ce n'était qu'un autre combat. Ça va, ma puce, dit Manon, serrant Chloé dans ses bras. Tout va bien se passer. Et cette fois, elle le pensait. Elle ne pouvait pas contrôler la police judiciaire, les avocats de succession ou les enquêtes fédérales, mais elle pouvait contrôler ses propres actions. Elle pouvait tout documenter, suivre la loi, dire la vérité. Jean Leclerc avait caché sa collection pour que quelqu'un la trouve. Il avait créé un mécanisme légal pour le transfert de propriété. Il avait fait confiance au destin, et le destin avait mené Manon ici. Elle devait juste être assez courageuse pour la réclamer. Manon se leva et regarda l'abri avec de nouveaux yeux. Ce n'était plus seulement un refuge. C'était le début de quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé. Demain, quelqu'un les trouverait. Les routes seraient dégagées ou des équipes de recherche arriveraient ou des hélicoptères les repéreraient. Et quand cela arriverait, Manon serait prête. Elle dirait la vérité. Elle montrerait sa documentation. Elle expliquerait exactement comment une mère sans abri et ses enfants malades étaient tombés sur une grotte et avaient trouvé une fortune. Et puis elle se battrait comme une lionne pour la garder.
Parce que Jean Leclerc avait dit que cette collection appartenait à quiconque la trouvait par des moyens honnêtes. Manon l'avait trouvée honnêtement. Désespérément, accidentellement, incroyablement, mais honnêtement. Et elle en avait assez que le monde lui prenne des choses. Elle serra le livre d'inventaire contre elle et se remit à lire, mémorisant les détails, se préparant aux questions qui viendraient. Elle étudia le testament, comprenant chaque clause, chaque disposition. Au moment où le soleil se coucha sur leur deuxième jour dans l'abri, Manon Dubois savait exactement à quoi elle avait affaire. Une fortune d'une valeur de 250 millions d'euros, un document légal la lui donnant, et un combat qui déterminerait si une mère célibataire fauchée pouvait réellement réclamer le cadeau impossible qu'on lui avait fait. Dehors, la montagne était silencieuse. À l'intérieur, Manon tenait ses enfants et se préparait au combat. L'hélicoptère les trouva le troisième matin. Manon l'entendit avant de le voir. Le lointain, vromb vromb vromb, des pales de rotor résonnant à travers la montagne. Elle attrapa Chloé et Léo et se précipita à l'entrée de l'abri, agitant frénétiquement les bras alors que l'aéronef apparaissait. L'hélicoptère tourna une fois, deux fois, puis resta en vol stationnaire tandis qu'une silhouette à l'intérieur les repérait. Manon pouvait voir quelqu'un parler dans une radio, pointant du doigt. En quelques minutes, l'hélicoptère avait atterri dans une clairière à 50 mètres, le souffle du rotor soulevant des panaches de neige. Deux secouristes se précipitèrent vers eux, portant des sacs médicaux et des couvertures de survie. Derrière eux venait un gendarme, son visage plissé d'inquiétude et de soulagement. « Vous êtes Manon Dubois » cria le gendarme par-dessus le bruit de l'hélicoptère. « Oui. »« Comment ?»« Votre sœur a signalé votre disparition il y a 2 jours quand vous n'êtes pas arrivé. Nous avons des équipes de recherche qui ratissent ces montagnes. Vos enfants vont bien ? Mon fils a de la fièvre. Il a besoin d'un médecin. » Les secouristes examinaient déjà Léo, prenant sa température, écoutant sa poitrine. L'un d'eux leva les yeux et hocha la tête. Probablement une bronchite. Nous devons l'emmener à l'hôpital, mais il est stable. Tout s'est passé rapidement après ça. Les secouristes les enveloppèrent tous les trois dans des couvertures thermiques et les aidèrent à monter dans l'hélicoptère. Manon essaya de récupérer leurs affaires, mais un secouriste l'en écarta doucement. « Nous reviendrons pour vos affaires, madame. Pour l'instant, nous devons vous mettre, vous et vos enfants, au chaud. » Le cœur de Manon se serra. Le livre d'inventaire, le testament, son téléphone avec les photographies. Tout était dans cet abri. « Attendez. J'ai besoin. Il y a quelque chose d'important. Madame, s'il vous plaît. Nous devons y aller maintenant. » Le gendarme a dû voir quelque chose sur son visage car il s'arrêta. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Manon le regarda, puis ses enfants qu'on chargeait dans l'hélicoptère, puis de nouveau l'abri. Elle avait quelques secondes pour prendre une décision qui changerait tout. Dire la vérité. Suivre les instructions de Leclerc. Faire confiance à la loi. Il y a une chambre cachée, dit-elle rapidement. Derrière un faux mur dans l'abri. Il y a une collection à l'intérieur. De l'art, des artefacts et des documents. J'ai besoin de ces documents. Les sourcils du gendarme se haussèrent. Une chambre cachée ? Madame, vous vous sentez bien ? Le froid peut provoquer. Je ne délire pas, dit Manon fermement. Il y a un passage derrière le mur du fond. J'ai trouvé une clé enterrée dans le sol. À l'intérieur se trouve un caveau rempli de caisses, un livre d'inventaire relié en cuir et un testament. J'ai besoin de ce livre et de ce testament, s'il vous plaît. Le gendarme, le capitaine Stéphane Bernard, échangea un regard avec les secouristes. L'un d'eux haussa les épaules. Nous avons quelques minutes. Je vais m'occuper des enfants. Le capitaine Bernard suivit Manon dans l'abri. Elle lui montra la jointure dans le mur, pressa l'indentation cachée, fit glisser le mur. Sa mâchoire tomba lorsque le passage se révéla. Nom d'un chien, souffla-t-il. Manon le conduisit dans la chambre. À la lumière crue de sa lampe de poche, les caisses et les malles semblaient briller. Le gendarme fit lentement le tour de l'espace, la main posée sur son arme de service comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Exactement ce que j'ai dit. Une collection. De l'art, des manuscrits, des artefacts. D'une valeur de millions,
peut-être de centaines de millions. Manon attrapa le livre d'inventaire et le testament là où elle les avait laissés. L'homme qui les a cachés est mort en 1976. Son testament dit que quiconque trouve cette collection en est légalement propriétaire. Le capitaine la fixa. Vous me dites que vous êtes tombé sur une fortune par hasard? Ma voiture est tombée en panne dans la tempête. Nous gelions. J'ai trouvé l'abri par accident. J'ai trouvé la clé par accident. Tout ça, c'était juste le hasard. Il la regarda un long moment, puis le livre d'inventaire dans ses mains. Vous savez que la police judiciaire recherche cette collection. L'estomac de Manon se noie. Je l'ai entendu à la radio. Mais je l'ai trouvée en premier. Et selon ce testament, elle est à moi. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne, madame. C'est exactement comme ça que la loi fonctionne si le testament est valide. Le capitaine sortit sa radio. Ici le capitaine Bernard. Je vais avoir besoin que vous contactiez la PJ de Lyon. Dites-leur que nous avons trouvé la collection Leclerc. Et trouvez-moi quelqu'un du bureau du procureur. Ça va devenir compliqué. Manon serra le livre d'inventaire et le testament contre sa poitrine. Je peux les garder? C'est ma preuve. Le capitaine Bernard la regarda et quelque chose dans son expression s'adoucit. Pour l'instant. Mais la PJ va vouloir que tout soit documenté. C'est une scène de crime maintenant. Je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Mais quelqu'un cherchait cette collection et vous l'avez trouvée. Alors maintenant, vous faites partie d'une enquête, que ça vous plaise ou non. Ils retournèrent à l'hélicoptère. Alors qu'ils décollaient, Manon regarda l'abri qui devenait de plus en plus petit en dessous d'eux. Cette petite fissure dans la montagne avait sauvé la vie de ses enfants et potentiellement changé leur avenir pour toujours. Mais le combat ne faisait que commencer. À l'hôpital du village voisin, les médecins confirmèrent que Léo avait une bronchite et le mirent sous antibiotiques. Chloé fut examinée et déclarée en bonne santé. Manon fut traitée pour de légères gelures aux doigts et réhydratée. Sa sœur Sandrine fit irruption dans la chambre 3 heures plus tard, les yeux rouges de larmes, et se jeta dans les bras de Manon. « Je te croyais morte, » sanglota Sandrine. « Quand tu n'es pas arrivée, quand la tempête est devenue si terrible, j'ai pensé. » « On va bien, » dit Manon, serrant fort sa sœur. « On va tous bien. » Mais même en le disant, elle pouvait voir les agents de la police judiciaire en costume sombre, parlant au capitaine Bernard dans le couloir. Même pendant que Sandrine s'agitait autour des enfants et posait 1000 questions, l'esprit de Manon était sur le livre d'inventaire caché dans son sac, et sur la bataille juridique qu'elle savait imminente. Les agents entrèrent 1 heure plus tard. L'agent Nicolas Leroy et l'agente Valérie Rousseau. Ils étaient polis mais fermes. Ils voulaient poser des questions à Manon sur la collection, sur la façon dont elle l'avait trouvée, sur ce qu'elle avait touché et déplacé. Manon leur raconta tout, la tempête, l'abri, la clé, le passage, la chambre. Elle leur montra le livre d'inventaire et le testament. Elle sortit les photographies sur son téléphone, maintenant complètement chargé grâce à une prise de l'hôpital. « Je l'ai trouvé par accident », répéta-t-elle. Pure chance. La tempête, la voiture en panne, le besoin d'un abri. Tout ça, c'était juste une horrible malchance qui s'est transformée en une chance incroyable. L'agent Leroy étudia attentivement le testament. Ce document, s'il est authentique, a 49 ans. Le droit des successions a considérablement changé depuis. Les dispositions que M. Leclerc a incluses pourraient ne plus être juridiquement contraignantes. Mais elles pourraient l'être, dit Manon. Elles pourraient l'être, admit Leroy. C'est aux tribunaux d'en décider. En attendant, la collection est une pièce à conviction dans une enquête fédérale. Nous devrons sécuriser le site, tout documenter, vérifier l'authenticité. Une enquête sur quoi? Demanda Manon. Qui a commis un crime? L'agente Rousseau prit la parole. Il y a 2 semaines, quelqu'un s'est introduit dans les bureaux de Duval et Associés à Lyon. Ils ont accédé à d'anciens dossiers, y compris les documents de la succession de Jean Leclerc. Nous pensons qu'ils cherchaient des indices sur l'emplacement de la collection. Le sang de Manon se glaça. Ont-ils trouvé quelque chose? Nous ne savons pas. L'effraction était sophistiquée. Mais ensuite, le cabinet d'avocats a rendu publique l'existence du testament de Leclerc et de la collection manquante.
C'est là que nous sommes intervenus. Donc, quelqu'un là-dehors connaît l'existence de la collection et essayait de la trouver en premier. Le roi hocha la tête. Ce qui signifie que vous les avez peut-être battus de vitesse par inadvertance. Mais cela signifie aussi que vous pourriez être en danger. Quiconque s'est introduit dans ce cabinet d'avocats voulait cette collection au point de commettre un crime fédéral. Il pourrait ne pas apprécier d'apprendre que quelqu'un d'autre l'a trouvé. Manon regarda Chloé et Léo, tous deux dormant paisiblement dans le lit d'hôpital, au chaud, en sécurité et sous médicaments. La peur lui remonta le long de la colonne vertébrale. « Que dois-je faire ?»« Dites la vérité, » dit le roi. « Coopérez pleinement à notre enquête. Prenez un avocat, un bon, et ne parlez pas à la presse. » Trop tard pour cette dernière partie. Au moment où Manon sortit de l'hôpital le lendemain matin, des camionnettes de chaînes d'information s'étaient rassemblées sur le parking. Quelqu'un avait fait fuiter l'histoire. Une mère sans abri trouve une fortune dans une grotte, était déjà en tendance sur Internet. Sandrine fit sortir Manon et les enfants par une entrée latérale et les conduisit chez elle, empruntant un itinéraire sinueux pour semer les journalistes qui tentaient de les suivre. « C'est de la folie », dit Sandrine en entrant dans son garage et en refermant rapidement la porte derrière eux. « Manon, qu'est-ce que tu vas faire ?» Manon regarda sa sœur, puis ses enfants sur la banquette arrière, puis le livre d'inventaire sur ses genoux. « Je vais me battre, dit-elle doucement. Je vais me battre pour ce qui est à moi. » L'avocate que Sandrine lui trouva s'appelait Monique Lefebvre, une femme redoutable d'une 60aine d'années, spécialisée en droit des successions et réputée pour prendre des cas impossibles. Elle rencontra Manon dans le salon de Sandrine 2 jours plus tard, étalant des documents sur la table basse. « J'ai tout examiné, dit maître Lefebvre. Le testament, l'inventaire, vos photographies, les rapports de la police. Et j'ai fait des recherches sur Jean Leclerc. Qu'avez-vous trouvé ? C'était un homme remarquable. A fait fortune dans les mines dans les années 1950, a pris sa retraite à 45 ans et a passé le reste de sa vie à collectionner de l'art. Il était connu dans les cercles de collectionneurs comme étant excentrique mais compétent. Sa femme et sa fille sont mortes en 1974, percutées par un conducteur ivre. On lui a diagnostiqué un cancer la même année. De l'avis de tous, il est devenu un reclus après cela. Maître Lefebvre sortit une photocopie d'un vieil article de journal. Il est décédé en décembre 1976. La succession a été ouverte, mais son testament de l'époque ne faisait aucune mention de la collection. Les avocats ont fouillé ses propriétés, n'ont rien trouvé. Finalement, la succession a été clôturée avec des actifs minimes distribués à des cousins éloignés qui le connaissaient à peine. Mais la collection était déjà cachée à ce moment-là, dit Manon. Exactement. Il a construit ce caveau en 1975, a rédigé un nouveau testament et ne l'a jamais dit à personne. Le testament était conservé chez Duval et Associés, mais a été mal classé lors d'une réorganisation des bureaux dans les années 1980. Il est resté en stock pendant 40 ans jusqu'à ce que la récente rénovation le mette au jour. Maître Lefebvre regarda Manon droit dans les yeux. Voici la réalité juridique, ce testament donne la collection à quiconque la trouve par des moyens légaux. Vous l'avez trouvé par des moyens légaux. Vous cherchiez un abri pendant une tempête. Vous êtes tombé dessus par hasard. Selon les termes établis par Leclerc, la collection est légalement vôtre. Le cœur de Manon fit un bond. Donc je peux la réclamer ? En théorie, oui. En pratique, c'est compliqué. La succession a été clôturée il y a des décennies. Les parents éloignés pourraient contester. L'État pourrait revendiquer des droits de propriété abandonnés. Et il y a les impôts à considérer. Droit de succession, plus-value si vous vendez quelque chose, impôt sur le revenu sur la valeur. L'espoir de Manon se dégonfla. Combien d'impôts ? Maître Lefebvre fit quelques calculs rapides. Conservativement, 40% de la valeur totale. Si la collection vaut 250 millions d'euros, vous faites face à environ 100 millions de divers impôts. 100 millions. Toujours une fortune impossible, mais le chiffre fit tourner la tête de Manon. Je n'ai pas ce genre d'argent pour payer les impôts. Vous devriez vendre des parties de la collection. Ce qui soulève un autre problème, l'authentification. La police judiciaire y travaille maintenant, faisant appel à des experts de musées et de maisons de vente aux enchères. Si tout est conforme, vous aurez la propriété légitime de chefs-d'œuvre authentifiés.
Mais ce processus prend du temps. Combien de temps? Des mois, peut-être un an. Et pendant ce temps, vous serez dans un vide juridique. La collection est sous la garde de la police comme pièce à conviction. Vous ne pourrez pas la toucher, la vendre ou accéder à des fonds provenant d'elle. Manon s'adossa au canapé, sentant le poids de la réalité s'abattre sur elle. Donc, j'ai trouvé une fortune, mais je ne peux pas l'utiliser. Pas encore, dit Maître Lefebvre. Mais si nous jouons bien nos cartes, si nous suivons chaque étape légale précisément, si nous documentons tout et construisons un dossier en béton, alors oui, finalement, la collection sera vôtre. Et si nous ne jouons pas bien nos cartes? L'expression de Maître Lefebvre était sombre. Alors vous perdrez tout. L'État la réclamera, ou les parents gagneront au tribunal, ou la police trouvera une technicalité pour la saisir. Le droit des successions est complexe et vous vous battez contre des gens qui ont des ressources. Manon pensa aux quelques euros qu'elle avait en poche quand elle avait trouvé le caveau. Elle pensa à l'avis d'expulsion, à la voiture morte et aux factures d'hôpital qui s'accumulaient probablement déjà. Elle pensa à Chloé et Léo, qui méritaient la stabilité, la sécurité et un avenir qui n'était pas défini par la pauvreté. « Dites-moi ce que je dois faire, » dit Manon. La bataille juridique dura 11 mois. Maître Lefebvre déposa une requête au tribunal des successions pour rouvrir la succession de Jean Leclerc et réclama la collection au terme de son testament de 1976. Des parents éloignés contestèrent immédiatement, affirmant que le testament était invalide et que la collection devait être distribuée entre les héritiers de Leclerc. Le principal contestataire était Didier Leclerc, un cousin au 2e degré qui n'avait jamais rencontré Jean, mais qui avait soudain des opinions bien arrêtées sur ses intentions. Il engagea des avocats coûteux et déposa motion sur motion, essayant de prouver que Jean avait été mentalement incompétent lorsqu'il avait rédigé le testament, que les termes étaient trop vagues pour être appliqués, que Manon devait d'une manière ou d'une autre connaître l'existence de la collection à l'avance. Il essaie de nous user, expliqua Maître Lefebvre lors d'une de leurs sessions de stratégie hebdomadaire. Rendre cela si coûteux et épuisant que vous abandonnerez et accepterez un arrangement. Je n'abandonne pas, dit Manon fermement. Mais c'était difficile. Pendant que la bataille juridique s'éternisait, Manon vivait dans la chambre d'amis de Sandrine avec 2 enfants en pleine croissance. Elle ne pouvait pas se permettre son propre logement. Elle ne pouvait pas toucher à la collection. Elle existait dans un étrange entre-deux où elle était théoriquement multimillionnaire mais pratiquement fauchée. La police judiciaire termina son processus d'authentification et confirma que 98% des articles listés dans l'inventaire étaient authentiques. La valeur totale vérifiée, 247 millions d'euros. La nouvelle fit de nouveau la une des journaux. Le visage de Manon était partout. Des inconnus la reconnaissaient dans les supermarchés. Certains la félicitaient, d'autres l'accusaient d'être une fraudeuse ou une voleuse. Un homme l'a coincée devant la maison de Sandrine et lui a demandé pourquoi elle méritait la fortune plus que de vrais amateurs d'art. Sandrine appela la police. Ils augmentèrent les patrouilles dans le quartier. « Je suis désolé, » dit Manon à sa sœur. « Je n'ai jamais voulu perturber ta vie. »« Tu plaisantes ?» dit Sandrine. « C'est la chose la plus excitante qui me soit jamais arrivée. En plus, on est une famille, on se serre les coudes. » L'État déposa une réclamation pour bien abandonné. Un musée d'art à Lyon déposa une réclamation basée sur une correspondance montrant que Leclerc avait un jour discuté de leur faire don de pièces. 3 personnes se présentèrent en prétendant être des enfants illégitimes de Leclerc, bien que des tests ADN aient réfuté les 3. Pendant tout ce temps, Manon travaillait. Sandrine lui avait trouvé un emploi dans un garage local, et Manon se plongea dans la réparation de voitures pendant que Maître Lefebvre menait des batailles juridiques. L'attention des médias fut intense au début, mais s'estompa à mesure que l'affaire traînait. Manon garda la tête baissée, se concentra sur ses enfants et fit confiance à son avocate. Elle ne pouvait pas se permettre les honoraires habituels de Maître Lefebvre, mais l'avocate avait pris l'affaire au résultat. S'il gagnait, elle obtiendrait 15% de ce que Manon recevrait. S'il perdait, elle n'obtenait rien. « Pourquoi prendriez-vous ce risque ?» avait demandé Manon. Maître Lefebvre avait souri. « Parce que Jean Leclerc a écrit ce testament pour quelqu'un exactement comme vous. Quelqu'un qui en avait besoin, quelqu'un qui le méritait. Et parce que la loi ne favorise pas toujours les petits. Mais parfois, si on se bat assez fort, elle le fait. » Les nuits étaient les plus difficiles. Manon restait éveillée dans la chambre d'amis de Sandrine,
écoutant Chloé et Léo respirer doucement dans leur lit partagé, et se demandait si elle avait fait le bon choix. Peut-être aurait-elle dû simplement abandonner la collection. Laisser la police s'en occuper. Laisser l'État, les musées ou Didier Leclerc se battre pour elle. Mais alors elle se souvenait de cette lettre. Les mots de Jean Leclerc, utiliser ce don à bon escient. Honorer l'art. Honorer l'histoire. Il avait fait confiance au destin pour choisir judicieusement, et le destin l'avait choisi, elle. Elle ne pouvait pas trahir cette confiance. La percée eut lieu au 8e mois. L'équipe de Maître Lefebvre trouva une correspondance entre Leclerc et le cabinet d'avocats datant de 1975, discutant explicitement de son intention de créer un héritage pour le découvreur et confirmant sa compétence mentale à l'époque. Ils trouvèrent des dossiers médicaux montrant qu'il était lucide et capable jusqu'à sa mort. Ils trouvèrent des témoins qu'il avait connus et témoignèrent de sa nature excentrique mais délibérée. Un témoin fut particulièrement puissant, une femme âgée nommée Constance, qui avait été la voisine de Leclerc dans les années 1970. Jean avait le cœur brisé après avoir perdu Sarah et Emma, témoigna-t-elle dans une déposition que Maître Lefebvre montra à Manon. Mais il n'était pas fou. Il était déterminé. Il m'a dit une fois que le monde était devenu trop commercial, trop axé sur l'argent plutôt que sur le sens. Il a dit qu'il voulait que sa collection aille à quelqu'un qui l'apprécierait pour les bonnes raisons. Quelqu'un que l'univers choisirait, pas quelqu'un qui court après la richesse. Et surtout, ils prouvèrent que Manon avait trouvé la collection exactement comme Leclerc l'avait prévu, par hasard, par nécessité, par destin. La décision du juge tomba un froid matin de février, presque exactement un an après que Manon fût tombée sur cet abri. La collection appartenait à Manon Dubois. Manon était assise dans la salle d'audience, Sandrine lui tenant la main, Chloé et Léo à l'école, ignorant bien heureux ce qui se passait, et écouta le juge lire le verdict. Le testament de Jean Leclerc était inhabituel, mais juridiquement valable. Son intention était claire, transmettre sa collection à quelqu'un qui la trouverait par des moyens honnêtes, non pas recherche ou stratagème. Les preuves montrent que Madame Dubois a découvert la collection en cherchant un abri d'urgence pendant un blizzard. Ses actions étaient légales, sa découverte accidentelle, et sa déclaration ultérieure de la découverte a été prompte et complète. Au terme du testament de M. Leclerc et des lois successorales pertinentes, la collection appartient légalement à Manon Dubois. Manon sentit le monde basculer. Sandrine lui serra la main si fort que ça lui fit mal. Maître Lefebvre s'autorisa un petit sourire satisfait. Mais le juge n'avait pas terminé. Cependant, Madame Dubois doit s'acquitter de toutes les obligations fiscales avant de prendre pleine possession. L'administration fiscale a calculé la responsabilité fiscale totale à 94 600 000 €, payable dans les 90 jours suivant cette décision. 94 millions d'euros. Manon avait 3 mois pour trouver 94 millions d'euros. La phase suivante fut presque aussi compliquée que la bataille juridique. Maître Lefebvre mit Manon en contact avec Drouot et Arcurial, les plus grandes maisons de vente aux enchères de France. Ils l'aidèrent à sélectionner des pièces à vendre, des articles qui rapporteraient le plus d'argent mais qui n'étaient pas les joyaux de la couronne de la collection. Le processus fut méticuleux. Chaque pièce devait être soigneusement transportée, photographiée, cataloguée et commercialisée. Manon dut signer des dizaines de formulaires, fournir une documentation sans fin, assister à d'innombrables réunions avec les représentants des maisons de vente aux enchères. Elle rencontra la conservatrice en chef de l'une des maisons, une femme sophistiquée nommée Florence Martin, qui parcourut le caveau avec une expression de pur émerveillement. « C'est extraordinaire », souffla Florence, examinant un degas de près. « Ces pièces ont été parfaitement conservées. C'est comme entrer dans une capsule temporelle. » « C'est exactement ce que c'est, » dit Manon. La vente aux enchères eut lieu à Paris en mai. Manon y assista, portant une robe empruntée et se sentant complètement déplacée parmi l'élite artistique parisienne. Elle regarda peinture après peinture, sculpture après sculpture, passer sous le marteau. La salle était remplie de milliardaires, de représentants de musées et de collectionneurs sérieux en costumes coûteux. Manon s'assit au fond, Maître Lefebvre à ses côtés, et regarda son avenir se décider par des levées de plaquettes et des enchères téléphoniques. La série des nymphéas de Monet se vendit pour 32 millions d'euros. La salle éclata en applaudissements. Manon se sentit prise de vertige. Un ensemble de manuscrits enluminés rares partit pour 18 millions. Des céramiques asiatiques, 12 millions.
Des sculptures de la Renaissance, 22 millions. Une collection d'artefacts de peuples autochtones que Leclerc avait acquis respectueusement auprès de marchands autorisés fut vendue pour 8 millions à un musée qui promit de les restituer aux tribus appropriées. À la fin de la soirée, Manon avait levé 137 millions d'euros. Après impôts, frais d'enchères, frais juridiques et la commission de Maître Lefebvre, il restait à Manon 38 millions d'euros. 38 millions d'euros. Le nombre semblait encore irréel. Mais lorsque le virement arriva sur son nouveau compte bancaire, ouvert avec l'aide de conseillers financiers que Maître Lefebvre avait recommandé, Manon y crut enfin. Elle était passée de quelques euros à 38 millions d'euros en 18 mois. Mais l'argent, apprenait-elle, n'était pas le miracle. Le miracle, c'était ce qui venait après. Manon n'emmena pas dans un manoir, n'acheta pas de voiture de luxe ni ne s'envola pour des îles tropicales. Elle acheta une modeste maison dans le village de sa sœur, avec un jardin pour que Chloé et Léo puissent jouer et un garage où elle pouvait encore travailler sur des moteurs quand elle avait besoin de réfléchir. La maison n'avait rien d'extraordinaire. 3 chambres, 2 salles de bain, une cuisine avec des appareils démodés. Mais c'était la leur. La première nuit où ils y dormirent, Chloé courut de pièce en pièce en criant « On a notre propre maison. On a notre propre maison ». Léo s'installa au milieu du sol du salon et annonça qu'il ne partirait jamais. Manon se tenait dans la cuisine, des larmes coulant sur son visage, et pensait à toutes les nuits où elle s'était endormie dans cette vieille Renault, se demandant s'ils auraient un jour une maison à nouveau. Elle créa des fonds en fiducie pour l'éducation et l'avenir de ses enfants. Elle remboursa l'hypothèque de Sandrine et acheta une nouvelle voiture à sa sœur. Et puis elle créa la Fondation Leclerc. La mission de la Fondation était simple, fournir un logement d'urgence et des services de soutien aux familles sans abri. Manon acheta la vieille auberge du Relais en bordure de ville, la même auberge dont elle avait été expulsée, et la rénova en logement de transition. Les familles pouvaient y séjourner gratuitement jusqu'à 6 mois pendant qu'elles se remettaient sur pied. En parcourant l'auberge du Relais le jour de la démolition, Manon se tenait dans la pièce exacte où elle avait reçu son avis d'expulsion. Elle se souvenait de l'expression indifférente du gérant alors qu'il lui tendait les papiers. Elle se souvenait d'avoir emballé leurs affaires pendant que Chloé pleurait et que Léo demandait pourquoi ils devaient partir. Maintenant, elle possédait le bâtiment, et elle le transformait en quelque chose qui garantirait qu'aucune autre famille ne ressente ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. La Fondation fournissait une formation professionnelle, une aide à la garde d'enfants, des soins médicaux, une aide juridique et des conseils financiers. Elle aidait des mères comme Manon, qui étaient à une mauvaise journée de dormir dans leur voiture. Elle rattrapait les enfants avant qu'ils ne passent entre les mailles du filet. Manon engagea un directeur pour gérer les opérations quotidiennes, mais elle resta impliquée. Elle interviewait personnellement chaque famille. Elle se souvenait de ce que c'était que d'être désespérée, effrayée et convaincue que personne ne se souciait de vous. Elle s'assurait qu'ils sachent que quelqu'un se souciait. L'une des premières familles qu'elle aida fut une femme nommée Camille Moreau avec 3 enfants de moins de 5 ans. Camille vivait dans sa voiture depuis 2 semaines après que son mari soit parti et que le loyer soit devenu impossible. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda Camille, méfiante de la gentillesse parce que la vie lui avait appris à l'être. Manon regarda cette mère épuisée et se vit elle-même. « Parce que quelqu'un m'a donné une seconde chance, » dit Manon. « Et maintenant, je la transmets. » La collection restante, les pièces que Manon n'avait pas vendues, y compris le joyau de la couronne, le Vermeer, et plusieurs autres chefs-d'œuvre, elle les donna à un musée. Mais pas n'importe quel musée. Elle travailla avec des architectes et des urbanistes pour construire une nouvelle aile du musée des Beaux-Arts de Lyon, spécifiquement dédiée à la collection Leclerc. L'aile ouvrit 2 ans après la décision du tribunal. Manon se tenait à la cérémonie d'inauguration, Chloé et Léo à ses côtés, maintenant âgés de 9 et 6 ans, et regardaient le bâtiment qui portait le nom de Jean Leclerc et racontait son histoire. À l'intérieur, les visiteurs pouvaient voir non seulement l'art, mais aussi l'histoire de l'homme qu'il avait collectionné et de la femme qu'il avait trouvée. Il y avait des expositions sur la vie de Leclerc, sa perte, sa décision de cacher la beauté d'un monde qu'il pensait la détruirait. Et il y avait des expositions sur Manon, sur la tempête, l'abri et la découverte impossible, sur la façon dont le moment le plus sombre d'une femme était devenu sa porte d'entrée vers quelque chose d'extraordinaire. « Tu penses qu'il savait » demanda Chloé, levant les yeux vers une peinture de danseuse de ballet. « M. Leclerc, tu penses qu'il savait que quelqu'un comme toi trouverait sa collection » Manon pensa à la lettre que Leclerc avait écrite, à sa confiance dans le destin, à sa conviction que l'univers choisirait judicieusement.
Je pense qu'il l'espérait, dit Manon. Je pense qu'il espérait que quiconque la trouverait comprendrait ce qui comptait vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Demanda Chloé. Manon s'agenouilla et regarda ses deux enfants. Que nous prenions soin les uns des autres. Que nous utilisions ce qu'on nous a donné pour améliorer les choses. Que nous nous souvenions d'où nous venons et que nous aidions les autres qui y sont encore. Léo tira sur sa manche. Maman, on peut aller voir l'exposition de la chambre cachée? Manon rit. Le musée avait recréé la chambre du caveau, avec une réplique de l'entrée de l'abri en pierre et du passage caché. Les enfants adoraient ça. Bien sûr, mon chéri. Allons-y. En traversant le musée, Manon aperçut son reflet dans la vitre d'une vitrine. Elle se reconnut à peine. Non pas parce qu'elle avait changé physiquement, bien qu'elle ait repris le poids qu'elle avait perdu pendant ces mois désespérés, et que ses cheveux n'étaient plus striés de gris prématuré dû au stress. Elle se reconnut à peine parce que la femme qui la regardait se tenait différemment, se portait différemment. La peur qui avait vécu dans ses yeux pendant si longtemps avait été remplacée par autre chose. Confiance, détermination, paix. Ce soir-là, après que les enfants furent au lit, Manon s'assit dans le petit bureau qu'elle avait aménagé. Sur son bureau se trouvait le livre d'inventaire original, que le musée lui avait permis de conserver. À côté, une photographie encadrée du jour où ils avaient été secourus. Manon, Chloé et Léo enveloppés dans des couvertures de survie, épuisés mais vivants. Elle ouvrit son ordinateur portable et examina le rapport trimestriel de la Fondation. En 2 ans, ils avaient hébergé 87 familles. 63 de ces familles avaient emménagé dans un logement permanent. 42 parents avaient trouvé un emploi stable. 96 enfants étaient maintenant dans des environnements scolaires stables. Des chiffres qui représentaient de vraies vies, un vrai espoir, un vrai changement. Son téléphone sonna. Le nom de Maître Lefebvre apparut à l'écran. Bonsoir, Monique. Bonsoir. Comment s'est passé l'événement au musée? Époustouflant, dans le meilleur sens du terme. Avez-vous vu les chiffres de fréquentation? 20 000 le premier mois. Les expositions sont un phénomène. Manon sourit. Leclerc aurait détesté l'attention. Peut-être. Ou peut-être qu'il apprécierait que les gens voient vraiment l'art au lieu qu'il soit entreposé quelque part. Maître Lefebvre marqua une pause. J'ai des nouvelles. L'audit de l'administration fiscale est revenu sans problème. Toutes vos déclarations de revenus sont approuvées. Vous êtes officiellement et complètement en règle. C'était la dernière pièce. La confirmation finale que tout ce pourquoi elle s'était battue était sécurisé. Merci, dit Manon, pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans vous. Vous auriez trouvé un moyen. Vous êtes la personne la plus têtue que je connaisse. La voix de Maître Lefebvre s'adoucit. Je suis fier de vous, Manon. Ce que vous avez construit avec cette fortune. C'est exactement ce que Leclerc espérait que quelqu'un ferait. Après avoir raccroché, Manon traversa sa maison silencieuse. Elle vérifia Chloé, endormie avec un livre de la bibliothèque encore ouvert sur sa poitrine. Elle vérifia Léo, recroquevillé avec l'ours en peluche que Sandrine lui avait donné. Elle se tint dans l'embrasure de leur chambre et se souvint de cette nuit dans l'abri, la peur, le froid, la certitude qu'il ne survivrait pas. Et puis le miracle. Le miracle impossible, terrifiant, magnifique de la découverte. Jean Leclerc avait caché une fortune et avait fait confiance à l'univers pour choisir judicieusement. L'univers avait choisi une mère célibataire sans abri avec 2 enfants malades et quelques euros en poche. Et cette mère avait pris son don et l'avait transformé en espoir pour des centaines d'autres. Manon pensa à toutes les familles dormant à la fondation du relais ce soir. Des familles qui avaient été là où elle avait été, effrayées, désespérées, et convaincues que le monde les avait oubliées. Elle pensa aux enfants qui auraient des lits chauds, des ventres pleins et des parents qui pourraient enfin respirer. Elle pensa à la façon dont la nuit la plus froide et la plus sombre de sa vie avait conduit à l'aube la plus chaude qu'elle aurait pu imaginer. Pas à cause de l'argent. L'argent n'était qu'un outil, un moyen pour une fin. Le vrai miracle était la transformation de victime en vainqueur, de désespéré en déterminé, de quelqu'un que le monde ignorait à quelqu'un qui rendait le monde meilleur. Manon retourna à son bureau et ouvrit un nouveau document sur son ordinateur portable. Elle y pensait depuis des semaines, le planifiant soigneusement. La fondation Leclerc allait s'agrandir.
3 nouveaux sites dans 3 villes différentes. Plus de familles. Plus d'espoir. Plus de secondes chances. Elle tapa sa vision. Des installations à Lyon, Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Chacune modelée sur celle du relais, mais adaptée aux besoins locaux. Des programmes de formation professionnelle. Des partenariats avec des entreprises locales disposées à embaucher des personnes qui se remettent sur pied. Des crèches pour que les parents puissent travailler ou aller à l'école. Des cliniques médicales, des services juridiques. Un système de soutien complet construit sur l'idée simple que tout le monde mérite une seconde chance. Parce que Manon Dubois savait quelque chose que la plupart des gens ne comprenaient pas. Les miracles n'étaient pas une question de chance, de destin ou de tomber sur des grottes pendant des blizzards. Les miracles, c'était ce que vous faisiez après que l'impossible se soit produit. C'était prendre le don que vous aviez reçu et vous assurer que d'autres en reçoivent aussi. C'était se souvenir de l'obscurité et utiliser votre lumière pour guider les autres à travers elle. Manon travailla tard dans la nuit, planifiant l'expansion, examinant les budgets, répondant aux emails de familles qui avaient entendu parler de la fondation et avaient besoin d'aide. Un email se détacha. Il provenait d'une femme de Saint-Étienne dont le mari venait de décéder, la laissant avec 4 enfants et aucun revenu. Elle avait entendu parler de la fondation Leclerc et voulait savoir s'il y avait de l'aide disponible. Manon lut l'email 3 fois, la gorge serrée. Elle se voyait dans chaque mot, le désespoir, la peur, le mince fil d'espoir que peut-être, juste peut-être, quelqu'un s'en soucierait. Elle tapa sa réponse. Oui, nous pouvons aider. Venez à la fondation demain. Nous trouverons une solution ensemble. Quand elle alla enfin se coucher, elle rêva de neige. Mais pas du blizzard terrifiant qui les avait presque tués. Une neige propre, paisible, tombant doucement sur une montagne où un abri se tenait silencieux et vide. Son secret enfin révélé, son but enfin accompli. Dans le rêve, elle vit Jean Leclerc debout à l'entrée de l'abri, un vieil homme aux yeux bienveillants. Il ne parla pas, hocha juste la tête une fois, comme pour dire « Vous avez compris. Vous avez bien fait. » Et Manon lui rendit son signe de tête. Le lendemain matin, Chloé la trouva dans la cuisine en train de faire des crêpes. « Maman, tu chantes ?» observa Chloé. Manon réalisa qu'elle fredonnait une vieille chanson de la radio, sans même y penser. « Je suppose que oui, » dit Manon. « Tu as l'air heureuse. » Manon serra sa fille dans ses bras. « Je suis heureuse, ma puce. Je suis vraiment heureuse. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Manon Dubois était sincèrement, complètement heureuse. Pas à cause de l'argent, de la célébrité ou de la reconnaissance, mais parce qu'elle avait trouvé sa raison d'être. N'importe qui peut tout perdre en un seul instant, mais il faut un vrai courage pour renaître de ses cendres et utiliser ce qu'on vous a donné pour relever les autres. Comme Manon Dubois l'a appris cette nuit glaciale sur une montagne de l'Auvergne, parfois les plus grandes fortunes ne se mesurent pas en euros, mais dans les vies que nous touchons et l'espoir que nous restaurons. Car pour Manon, et pour chaque famille qu'elle a aidée depuis, le vrai trésor n'a jamais été ce qui était caché dans ses murs. C'était de découvrir que même dans nos heures les plus sombres, nous sommes capables de créer de la lumière.